Bienvenue à toutes et tous à ce Midi d'Etopia consacré au regard sur les violences obstétricales et gynécologiques depuis la perspective du féminisme, de l'antiracisme et de l'écologie. Je suis ravie d'accueillir mes invités, Florence Guillot, Aïssatou Diallo et Marie-Hélène Lahaye, qui vont nous parler justement de cette question de l'articulation du sexisme et du racisme dans les violences obstétricales et gynécologiques à partir de leurs expériences propres. Je vais tout de suite laisser la parole à Marie-Hélène Lahaye pour sa première présentation. Donc le Midi d'Etopia se déroulera ainsi. Il y aura 3 petites présentations de 10 minutes chacune de la part de nos intervenantes. Et puis une séance de questions-réponses qui sera introduite par Catherine Donner, qui est obstétricienne et professeure à l'ULB, qui est présente ici dans la salle et que je remercie également chaleureusement. Et puis, nous vous passerons la parole à l'ensemble de la salle pour une séance de questions-réponses. Merci pour l'invitation. Merci à toutes et tous d'être si nombreux pour ce sujet quand même assez pointu. Peut-être pour vous dire que tout a commencé, c'est un peu à cause de Patrick Duprier qui est là au bout de la salle, qui essaie de se cacher, mais c'est un petit peu lui qui a planté la graine de ce sujet. Donc pour vous raconter, moi j'ai accouché la première fois en 2012 et j'ai eu la chance d'avoir une naissance respectée, un peu par un hasard des circonstances. Voilà, au départ j'étais un peu comme toutes les femmes, pas trop me poser de questions, à me dire je vais aller à l'hôpital avec la péridurale et c'est très bien comme ça, voilà, sans me questionner. Et puis c'est vraiment un petit hasard des circonstances qui a fait que j'ai bifurqué pendant ma grossesse et je me suis retrouvée avec des sages-femmes libérales qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur une alternative, comme on appelait à l'époque, à la naissance à l'hôpital. Puis j'ai une naissance géniale, tout à fait naturelle, puissante, enfin bref, c'est vraiment quelque chose, une expérience très très chouette. Et l'année suivante, 2013, il y a les rencontres écologiques d'été, que vous connaissez probablement, et dans ces rencontres écologiques d'été, il y a un petit atelier tenu par Patrick et son épouse sur la naissance, mais plutôt orienté bébé, je dirais. Enfin, tu me corrigeras, Patrick, mais c'était plutôt comment notre société accueille les bébés, accueille les enfants, etc. Bon, moi, évidemment, totalement convaincue. Bon, je suis rencontre écologique d'été, donc très cool aussi, et voilà. Et je me dis, à un moment donné, je lui pose la question, au fait, est-ce que chez Écolo, il y a des revendications sur l'accouchement? Et puis il me dit, ah non, m'en parle pas, j'arrive pas à avancer sur quoi que ce soit à cause des féministes. Parce que pour les féministes, je veux le retour de l'accouchement dans la douleur, je veux culpabiliser les femmes, et puis c'est la médecine sauve des vies, enfin bref. Et moi qui suis féministe depuis 20 ans, ça me questionne. Je me dis, mais enfin, il y avait un truc où je me disais, mais respecter les femmes quand elles accouchent, c'est féministe, donc je comprenais pas. Et ce truc m'a commencé à m'obsessionner. Donc je rentre chez moi, je prends toute ma bibliothèque féministe et je commence à éplucher tout en essayant de trouver qu'est-ce que les féministes avaient vraiment dit sur la naissance. Et là, je prends conscience qu'en fait, elles n'ont rien dit. C'est un non-sujet féministe. Et je me dis, bon, c'est quand même, allez, comment aider Patrick, c'est un petit peu ça, sur mon qui m'a motivé. Je me suis dit, mais donc, pour arriver à ce que ça arrive au niveau politique, il faut d'abord convaincre les féministes. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là, après un petit peu de réflexion, d'ouvrir un blog féministe et politique qui allait tenter d'analyser, de créer un point de vue féministe et politique sur l'accouchement. Et ce blog s'appelle Marie accouche là. Et au départ, je croyais que ça allait être un petit blog tout à fait confidentiel avec quelques personnes, enfin voilà, un truc tout à fait de niche. Et puis, dès les premiers billets, mes billets ont été partagés sur les réseaux sociaux des milliers de fois. Puis j'ai reçu des témoignages de femmes de France, du Canada, enfin des trucs. Et moi, ce qui pensait être juste un petit peu d'inconfort au moment de l'accouchement lié à la médicalisation, je recevais des témoignages, mais c'était des scènes de torture, quoi. Je me suis dit, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la réalité de ce que vivaient des centaines de femmes. Et donc, du coup, ça m'a encouragée à continuer. Et c'est comme ça que, petit à petit, les choses ont évolué. Alors, évidemment, moi, comment j'écris je suis juriste à la base. Et donc, quand on écrit de façon juridique, on met des références. Et donc, je me dis, je vais faire comme quand on est juriste, on se base sur les textes, on met ses références, et voilà. Sauf que les textes, c'était des textes scientifiques. Donc, j'ai commencé à découvrir tout doucement ce monde de littérature médicale scientifique pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et quelque chose qui m'a vraiment interpellée dès le départ, c'était que moi je pensais que le problème de départ, c'était le manque d'empathie des médecins, donc parce que c'était des scientifiques, et donc des gens un peu cerveau gauche scientifique, et donc qui manquent cette empathie qui est indispensable pour permettre aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions.
Mais très vite, je me suis rendu compte du décalage entre ce que disait la science et les pratiques. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en réalité, je sais qu'il y a des médecins dans la salle, je vais les provoquer exprès, les médecins ne sont pas des scientifiques, parce qu'ils n'appliquent pas la science. Et d'ailleurs, il n'y a jamais aucun médecin qui m'a attaqué sur la base scientifique de ce que je disais. Donc s'ils ne sont pas scientifiques, ils se basent sur quoi pour voilà, avoir ces pratiques qui sont souvent délétères, qui sont médicalement non fondées, qui peuvent être très dommageables pour les femmes? Sur quoi ils se basent? Ben, sur la culture. Et donc c'est là aussi que j'ai commencé à m'intéresser sur l'histoire de la naissance, sur la sociologie, sur l'anthropologie, pour me rendre compte qu'en fait il y avait autant de façons d'accoucher, qu'il y avait de périodes dans l'histoire, qu'il y avait de sociétés dans le monde. Et donc ça permettait aussi de beaucoup relativiser notre façon d'accoucher à nous, qui n'est pas nécessairement la seule et qui n'est pas du tout la façon idéale. Et alors, c'est comme ça de fil en aiguille, donc on arrive tout doucement en 2016, donc ça a commencé en 2013, on arrive en 2016. En 2016, de plus en plus. Alors, entre-temps, j'avais aussi découvert un terme qui m'a beaucoup plu, qui est le terme de violence obstétricale. Et donc je me dis, c'est tellement en phase avec tous ces témoignages de torture et de violence extrême que vivent les femmes, que je trouvais que c'était un terme très intéressant pour nommer ce type de violence. Et donc je me suis aussi intéressée au milieu de la naissance respectée, qui existait déjà, hein, donc je n'ai pas tout inventé, donc il y a plein de choses qui existaient déjà. Mais à ce moment-là, les militantes m'ont dit, mais surtout n'utilise pas ce terme de violence obstétricale, tu vas te fâcher avec tout le monde. Surtout avec les soignants. Et il faut être gentil avec les soignants, parce qu'on est des femmes et qu'on est gentils. Donc on va tout de suite. En plus, c'est chaque fois marqué avec des questions de genre. Et donc là, je me suis dit, ben non, au contraire, moi je veux cliver le débat. Je mets ça sur le terrain politique, je veux cliver le débat, je veux être la méchante qui attaque les soignants pour défendre les femmes. Donc ça a vraiment été ça, mon credo sur mon blog, pour pouvoir cliver le débat et donc faire un débat. Et puis alors, un petit peu de temps après, donc moi j'ai commencé à utiliser ce terme de violence obstétricale, que j'ai inventé à ce moment-là une définition qui était tout comportement, acte, omission ou abstention commis par le personnel de santé, qui n'est pas justifié médicalement et ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiente. Donc voilà, c'est une définition que j'ai inventée. Il y en a d'autres, il n'y a pas de définition officielle, il y en a d'autres, mais qui finalement paraphrasent toujours un petit peu cette même idée de pas de validation scientifique, donc des actes médicalement qui ne sont pas validés médicalement et ou qui ne respectent pas la loi, donc qui n'intègrent pas le consentement et la formation nécessaire aux femmes. Et puis il y a eu, voilà, donc moi j'avais aussi j'ai travaillé chez Evelyne qui est aussi là, donc c'est un petit peu toutes les stars qui sont là. Et à l'époque j'avais aussi, à force, beaucoup côtoyé la communication pour les questions politiques. Et j'avais cette finesse de comment arriver à médiatiser un sujet qui pouvait sembler tout à fait hors médias, hors radar, et notamment dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et puis il y a eu 3 événements qui se sont succédés dans les réseaux sociaux. Donc il y a eu un petit buzz sur le point du mari en 2016. C'était une sage-femme qui dénonçait cette façon de resserrer trop fort l'épisiotomie. Puis il y a eu Paye ton utérus. Donc ça c'est une pharmacienne qui a commencé à raconter ses déboires qu'elle avait eu avec un gynécologue avec le hashtag Paye ton utérus. Et puis du coup, 7000 femmes ont alimenté sur Twitter des propos très cash, façon Twitter, sur ce hashtag. Et puis il y a eu le fameux toucher vaginaux sur patiente endormie. Et là, c'était un truc qu'on a monté à 3, donc avec moi-même pour la Belgique, Clara Debord pour la France, qui était l'ancienne conseillère de Devine Bachelot en France, et puis une 3e personne qui est Béatrice Camerer, qui est une journaliste. Et donc là, on a vraiment monté ce sujet-là, mais comme on fait dans les cabinets, en fait, vraiment on réfléchit la communication, les réseaux, etc. Et on a fait de nouveau du buzz sur ces touchés vaginaux sur patientes endormies, et jusqu'à faire bouger certains politiques en France. Et puis la vraie médiatisation a eu lieu en 2017 en France, quand Marianne Chapa, qui était une blogueuse à la base, qui me suivait sur mon blog, est devenue secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, et qui a déclaré au Sénat, dans une petite sous-commission d'égalité hommes-femmes que personne ne suit habituellement, qu'elle allait demander un rapport sur les violences obstétricales. Et voilà, ça fait du buzz tout l'été, et donc c'est comme ça que ce terme est rentré quelque part dans le langage courant, dans le langage journalistique. Et puis petit à petit, au fil du temps, depuis 2017, il y a eu différentes personnes qui se sont intéressées au sujet. Ce terme a commencé à être adopté, y compris par les soignants, donc ceux qui n'en voulaient absolument pas ont commencé à l'utiliser. C'est devenu un terme, on va dire, je ne vais pas dire courant, mais enfin, qu'on commence à entendre. Et puis, de plus en plus, des politiques qui s'intéressent au sujet. Il y a des auditions maintenant au Sénat qui ont été lancées par France Masset et Hélène Reckmans. Et voilà, le sujet commence à vraiment percoler dans tous les niveaux. Donc, c'est intéressant qu'il y ait aussi ce midi d'Éthiopia
pour un peu continuer à creuser le sujet. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu 10 minutes. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Je te remercie. Voilà. Ça me permet de dire, ton intervention me permet de dire deux choses. D'abord, France Mazet et Hélène Frètement s'excusent, elles souhaitaient être présentes, elles regarderont la rediffusion, mais elles sont clouées au lit toutes les deux, donc elles soutiennent l'événement et elles ont contribué à l'organiser, mais elles ne peuvent malheureusement pas être présentes aujourd'hui. Et puis l'autre chose que tu me permets d'introduire, c'est qu'effectivement cette thématique des violences obstétricales a émergé. Aujourd'hui, on va aussi aborder le croisement entre sexisme et racisme dans cette thématique-là, qui est une thématique encore de niche dans cette thématique-là, dans la mesure où, à ma connaissance, il y a une seule personne qui a fait une thèse sur la manière dont, en l'occurrence, elle a fait sa thèse sur la manière dont il y a une racisation des personnes dites africaines dans les maternités en France, en Île-de-France, et c'est Priscille Sauvegrain que j'avais contactée, mais qui ne pouvait malheureusement pas être présente aujourd'hui. Donc si cette thématique vous intéresse, je recommande chaleureusement d'aller voir le travail de Priscille Sauvegrain. Donc ça, c'est une spécialiste française, mais donc pour aujourd'hui, l'idée était d'inviter des personnes belges aussi, et de faire témoigner depuis d'autres angles du coup que celui de la recherche doctorale, puisqu'à ma connaissance, il n'en existe pas encore aujourd'hui sur ce croisement entre sexisme et racisme dans les violences obstétricales. Maintenant, je vais passer la parole à Florence Guillot pour la plateforme pour une naissance respectée. Bonjour à toutes et tous. Voilà, moi je suis la présidente de la plateforme. Cette plateforme existe depuis 2014 et elle vise vraiment à rappeler le droit des femmes à choisir les circonstances de leur accouchement, notamment dans l'intérêt des nouveau-nés, d'elles-mêmes et aussi des partenaires, parce que parfois le prisme de décision se joue sur ces trois protagonistes-là. Mais la femme doit bien rester centrale dans cette décision. Depuis le début, nous poursuivons 4 revendications dans une optique de plaidoyer politique pour améliorer les circonstances de la naissance, c'est-à-dire qu'il y ait une information systématique et complète sur l'accouchement, qu'il y ait une transparence des pratiques hospitalières et extra-hospitalières, qu'on puisse faire une prévention des interventions médicales non justifiées, sont comprises dedans les violences gynécologiques et obstétricales, et qu'il y ait un renforcement des compétences et de la complémentarité des différents professionnels de santé, parce que parfois ils sont nombreux à tourner, graviter autour de la femme qui accouche, et certaines situations sont dommageables parce qu'il n'y a pas ce focus centré sur la femme et au service de la femme. En 2021, au niveau de la plateforme, on a décidé de mener une enquête, j'allais dire presque nationale, mais pour la Belgique francophone, sur les circonstances de l'accouchement, avant le Covid pour avoir des chiffres de référence, et pendant le Covid pour voir dans quelle mesure le Covid impactait les conditions d'accouchement. Il faut savoir que c'était vraiment une préoccupation et une demande de longue date de la plateforme, parce qu'il n'y a pas ces chiffres pour la Belgique. Donc quand on dit il y a un problème sur les conditions d'accouchement en Belgique, en fait, on nous dit pas sûr, on n'est pas comme en France, donc on ne sait pas appuyer notre militantisme sur base de faits et de chiffres, et donc on y a cru, on a mis beaucoup d'énergie. C'était un questionnaire qui a été diffusé en ligne pendant à peu près 45 jours et qui prenait environ 20 minutes à remplir. On a eu un succès retentissant, c'est-à-dire qu'il y a presque 6000 femmes qui ont voulu participer à ce questionnaire. Il y en a plus de 4226 qui ont été jusqu'au bout du questionnaire, qui était quand même long, et qui répondaient aux critères de l'enquête. Donc c'est par rapport au domaine, enfin à l'expertise des chercheurs, je dirais pas que c'est sans précédent, mais presque. Nous, on espérait 500 réponses. On était satisfait avec cet objectif-là. Donc ça vous situe le gap qu'il y a. En parallèle, les femmes se sont engouffrées dès qu'elles pouvaient témoigner dans le questionnaire. Il y en a plus de 2600 qui ont laissé des commentaires écrits, des témoignages personnels. Et il y en a plus de 2000, presque 200, qui ont demandé « on veut recevoir les résultats ». Donc ce n'est pas je complète pour faire plaisir et le sujet ne m'intéresse pas. L'échantillon est très représentatif de la population belge. Le seul biais, entre guillemets, c'est qu'il y a moins de femmes
d'un niveau de diplôme inférieur que la proportion de la Belgique, mais on est même dans le même ordre d'importance par province. On est sur des statistiques identiques sur les césariennes, les accouchements par voie basse. Enfin voilà, on a vraiment un échantillon qui est représentatif de la société belge. Alors au niveau de l'impact du Covid, c'est quand même important de pouvoir en témoigner aussi. On a constaté une augmentation des peurs et des angoisses. Alors vous voyez les les 5 disques, mais je ne sais pas s'ils sont lisibles pour vous qui êtes tout au bout de la salle. C'est les différents types de peurs qui ont augmenté. Donc le plus par là-bas, en haut, il y a eu 41% de femmes qui ont eu peur d'être séparées du coparent pendant l'accouchement et de manquer de soutien pendant cet accouchement. Celui à côté, c'est la peur d'être séparée de son bébé à cause du protocole Covid et ainsi de suite. Enfin vient la peur d'avoir une césarienne. En dessous, c'est la peur du non-respect du projet de naissance. Et à côté, la peur de ne pas avoir accès à la péridurale. Et à côté, les différents bâtonnets représentent la différence des peurs par rapport aux différentes périodes de confinement, déconfinement, reconfinement et ainsi de suite. Et donc là, on voit vraiment une variation de ces chiffres au fur et à mesure du Covid. D'autres répercussions du Covid, c'est qu'il y a eu une réduction du temps de séjour et des souhaits de changement de lieu d'infrastructure, soit vers un autre hôpital parce qu'on connaissait telle pratique, soit carrément sortir de l'hôpital. Il y a eu des répercussions sur les visites en néonatologie. Certains parents ont été séparés de leur bébé à la naissance et n'ont pas pu revenir le voir parce qu'il y avait des parents positifs ou autres. Au niveau des visites postnatales à domicile, avant le Covid, presque une femme sur 2 à la visite de l'ONE. Pendant le premier confinement, on est tombé à 6%. Donc, c'est-à-dire que 94% des femmes n'ont eu aucune visite ou très peu du service général, j'ai envie de dire gratuit, offert par les institutions belges. Certaines se sont débrouillées pour avoir quand même du soutien et des visites de professionnels, mais ça a été sur leur volonté propre, dans des démarches personnelles et au niveau financier, c'est elles qui ont assumé ces charges-là. Il y a eu toutes différentes manières de pouvoir dépister le Covid ou non. Donc dans 98% des cas, on est passé par des tests PCR, il y a eu des tests salivaires, mais il y a eu aussi des tests, des scanners pulmonaires. Pourquoi est-ce qu'on met ce petit chiffre en avant? C'est parce que quand on fait un scanner pulmonaire et qu'on est enceinte, on augmente significativement le risque de cancer du sein, mais on n'est pas certain, nous, au niveau de la plateforme, que les femmes étaient conscientes de quelque part de la roulette russe qu'on prenait sur leur santé pour l'avenir par rapport à un test Covid éventuel. Et de toute manière, suite au résultat du test, le protocole a été adapté dans seulement 40% des cas. Donc, quelque part, ça n'a pas permis de faire beaucoup évoluer la situation. Alors, Marie-Hélène en a parlé, il y a eu la question de la définition des violences obstétricales. Donc, effectivement, il y a plein de définitions différentes. En tout cas, elles ont 6 critères en commun. C'est le non-respect du droit du patient qui est une loi, c'est l'inutilité médicale avérée, le manque d'humanité et de dignité à l'égard de la patiente, la non-prise en charge de la douleur et des comportements inadéquats dans une relation de soins. Alors, c'est impossible que vous puissiez le lire, mais il y a une pyramide qu'on a diffusée sur la page Facebook de la plateforme qui montre toute la gradation de ce type de violence et le fait qu'il y a des violences ordinaires et systématiques qu'on banalise et qu'on ne considère même plus comme des violences. Et donc là, c'est tous des exemples qui sont liés à l'accouchement et à cette période-là qui sont repris dans cette pyramide. Donc au niveau des femmes et de notre enquête de manière générale en dehors du Covid, on constate qu'au niveau du droit du patient, il y a clairement des choses qui doivent s'améliorer. On ne respecte pas la loi en Belgique, c'est-à-dire que dans 2 cas sur 3, on explique l'acte à la femme, mais on ne lui demande pas encore son consentement. Seulement dans 50% des cas, on va lui demander un consentement par rapport à l'acte médical qui est pratiqué. Et alors nous, dans notre échantillon, il y avait 20 femmes qui ont dit « je ne veux pas que vous fassiez ça ». Ça a quand même été pratiqué. Alors ça peut être un toucher vaginal, comme une césarienne.
enfin voilà, on n'a pas mis de gradation dans l'acceptation par rapport à l'acte. On a aussi constaté une grande variation dans les pratiques des hôpitaux. Alors, ceux qui ont la brochure, comme ça, le tableau est repris, parce que sinon les chiffres, vous n'allez pas savoir les lire, je pense. Je vous explique le tableau, mais ça montre vraiment les lignes en rouge, enfin les cases en rouge et les cases en vert, c'est les bonnes pratiques et les pratiques délétères. C'est-à-dire qu'on a considéré, chaque ligne c'est une maternité différente qui est anonymisée. On a pris en considération les maternités pour lesquelles on avait 50 accouchements en se disant à partir de ce chiffre-là, on peut commencer à tirer des conclusions. En dessous, on peut, enfin c'est trop léger, quoi. Vous avez le nombre d'accouchements par ligne de maternité. La ligne grisée au-dessus, c'est la moyenne des statistiques de toutes les maternités qui permettent d'avoir un score moyen pour les accouchements en hôpitaux. La première colonne, c'est une femme a vécu au moins une de ces 6 violences, et là on a le pourcentage. Donc vous voyez qu'en moyenne, c'est 30% des femmes vivent au moins une des 6 violences que je vais vous expliquer après. Et dans la maternité 14, on arrive à 53% de femmes qui vivent une des 6 violences qu'on a répertoriées. Alors c'est quoi ces différents types de violences? Il y a la violence physique, la violence psychologique, la violence verbale. On a repris comme acte délétère pour la santé des femmes le point du mari, l'expression abdominale. Donc l'expression abdominale, c'est le fait de pousser sur le ventre pendant que le bébé est encore dedans pour accélérer et le faire sortir plus vite, ce qui est médicalement décrié et quelque part proscrit. Donc il y a vraiment des études qui montrent que ça a un impact négatif. Et enfin, le fait de réaliser des actes à vif, c'est-à-dire que soit l'anesthésique ne fonctionne pas bien, on n'attend pas qu'il fonctionne, soit il n'y en a tout simplement pas. Alors, ça peut être une épisiotomie qui est recousue à vif, ça peut être une césarienne qui, malheureusement, parce que l'anesthésique ne fonctionne pas, est pratiquée à vif. Voilà, il y a différents types de procédures où on parle d'actes à vif. L'utilisation d'instruments, le recours à l'épisiotomie. Alors pourquoi est-ce qu'on le met en avant? Oui, c'est des actes médicaux qui sont nécessaires dans certaines situations, mais s'ils sont pratiqués de manière routinière, ils ne sont pas pratiqués à bon escient. Et donc, quelque part, on peut dire qu'il y a une surmédicalisation qui n'est pas appropriée. Il y a la question du droit d'autoriser la femme qui accouche par voie basse soit à boire, soit à manger. Aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'il y a un vrai intérêt à permettre ça parce que ça a différentes conséquences positives sur le déroulé de l'accouchement. Et la dernière colonne, c'est le fait de pouvoir choisir sa position pour accoucher. Alors vous voyez que les variations sont parfois très importantes et très conséquentes. Je pensais en passer certaines en revue, mais je pense que c'est très difficile si vous êtes loin. Mais parfois, on peut avoir un écart de 50% entre certains chiffres. Et ça, c'est éclairant en disant que ça n'a pas de sens, en fait. Parce qu'on est parti sur des accouchements, j'ai envie de dire, normaux ou peu risqués par rapport à notre échantillon. Donc, on a rejeté les césariennes. Donc, on est sur des accouchements qui sont quand même globalement dans le même cas de figure. On n'est pas sur d'office, tous les accouchements pathologiques ont été intégrés à ces statistiques. Pardon. Donc, sur base des 3 critères, le point du mari, l'expression abdominale et le dernier m'échappe, les actes à vif, on estime qu'en Belgique, sur notre échantillon, une femme sur 5 en a été victime. Et c'est là où cette rencontre est intéressante, c'est qu'on a pu observer des variations. Si la femme a une couleur de peau qui peut amener une discrimination, on passe à une femme sur 3. Et donc c'est là où on considère qu'il y a quand même des croisements de discrimination. Si elle a un niveau d'études du secondaire ou inférieur au secondaire, on est à une femme sur 4. Et si elle provient de la province de Liège, on est aussi à une femme sur 4. Si on prend la question des 6 critères, on est à 40% de femmes qui vivent au moins une des violences gynécologiques et obstétricales. Je vais accélérer, mais ça c'est la question du déclenchement et de toutes les explications qu'on peut fournir aux femmes. Et on se rend compte que quelque part, il y a une
peut-être pas une manipulation consciente, mais en tout cas, il y a des éléments scientifiques ou des réponses qu'on donne qui ne sont pas pertinents ou qui n'ont pas de fondement scientifique. Ici, c'est les mêmes données que le tableau que je vous ai présenté, mais par rapport aux accouchements hors hôpitaux. Donc, on prend la ligne générale pour les hôpitaux et on les compare aux maisons de naissance, à l'accouchement à domicile, à l'ouverture en plateau technique. Pourquoi est-ce qu'on a voulu aussi médiatiser ces chiffres-là? C'est parce que c'est un exemple qui a moyen de trouver d'autres pratiques et que les accouchements peuvent bien se passer. Et donc, quelque part, il faut se mettre ensemble, partager des expériences pour aller trouver des situations positives et des améliorations de ces conditions. Alors, voilà, on est sur des grandes disparités aussi en termes de chiffres. C'est sûr que c'est questionnant. Ce qui me permet de tenir le timing et de passer maintenant la parole à Aïssatou. Je vais juste rajouter une petite information. Donc, j'ai apporté le rapport synthétique que certaines personnes ont pris. Je n'en ai peut-être pas pour tout le monde, mais sinon, il est téléchargeable sur le site de la plateforme. Et alors, on a le rapport de toute l'analyse qui a été fait, mais là, c'est vraiment détaillé. C'est une chercheuse en santé publique qui a réalisé toutes ces analyses avec l'appui d'un comité scientifique. Et ça, il est aussi téléchargeable, mais il fait presque 200 pages, donc c'est sûr qu'on ne le balade pas aussi facilement. Voilà. Merci. Je pense que j'ai la parole à Aïssatou tout de suite, qui est un micro. Oui. Bonjour, donc moi je suis Diallo Aïssatou, je suis étudiante infirmière en 4e année. Je suis normalement diplômée en juin. Et je suis aussi membre du coup de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée. Donc moi, je suis invitée aujourd'hui au fait pour vous livrer un peu mon témoignage sur mon accouchement. Donc vous parler un peu des violences que j'ai vécues. Allez, voilà, je mets aussi un peu sur le fait que je suis une femme noire. Donc moi, j'ai accouché au mois de septembre 2019, donc juste avant le début du Covid. Et donc, il y a 2 faits que je vais vous dire d'abord qui vont aller jouer sur le fait de comprendre ce qui s'est passé un peu dans les décisions que j'ai prises pour mon accouchement. Donc, la première, c'est que j'ai vécu les mutilations génitales féminines quand j'étais enfant, donc quand j'avais 5 ans. Et la deuxième, c'est que donc en arrivant en Belgique, comme je pense toute jeune fille quittant le pays en Afrique, arrivée en Belgique ou en Europe, on n'a pas tout de suite cette idée, cette mentalité d'aller voir des gynécos pour des visites de routine ou autres. Donc voilà, donc pendant très longtemps, c'est une pratique que j'ai pas faite. Et donc voilà, à l'école, en rencontrant de nouvelles copines, en changeant un peu de mentalité, une fois, je me suis dit, OK, je pense qu'il serait temps que j'aille aussi me faire une petite visite, savoir un peu comment est-ce que ça se passe chez moi. Et donc voilà, j'ai été faire ma visite et à la fin de ma visite, le gynécologue, je pense pour lui, je sais pas si c'était une manière d'être sympa avec moi, il me tapote comme ça à mon épaule et fait une remarque sur mon excision. Ah, vous, ça va, ils ont juste joué avec vous, il y a pire. Donc ça, c'était ces mots. Et franchement, depuis ce jour-là, ça m'a laissé un goût amer au fait, dans le fait d'aller consulter un gynécologue. Voilà, donc ça explique un peu le choix que j'ai fait plus tard quand j'ai appris que j'étais enceinte. Donc j'ai décidé de ne pas retourner en tout cas à l'hôpital ou de ne pas retourner voir un gynécologue pour faire mon suivi par rapport à ma grossesse. Et heureusement, ma belle-sœur venait d'accoucher quelques mois plus tôt et elle avait été suivie pour sa 2e grossesse par des sages-femmes libérales. Et voilà, elle me disait que du bien de ces sages-femmes. Et voilà, je me suis laissée tenter. Et j'ai été suivie du coup durant toute ma grossesse par ces sages-femmes-là. Et c'était une grossesse parfaite. J'ai eu une grossesse sans problème. Jamais eu de nausées, jamais eu de vomissements. Tout était parfait. Et c'était des sages-femmes qui ont su m'écouter, qui ont su respecter mes choix, mon vécu. Donc, parce que tout de suite, je leur ai parlé de mon vécu d'enfance, de mon excision et de mon souhait de ne pas avoir tout le temps des touchés vaginaux parce que voilà, ma sphère génitale et moi, on n'était pas assez en accord, on va dire. Donc voilà, ces femmes ont vraiment respecté mon souhait. Je pense que durant toute ma grossesse, j'ai presque pas eu de toucher vaginal et tout s'est très, très bien passé. Et au final, j'avais décidé du coup d'accoucher à la maison, vu que c'était une grossesse parfaite, il n'y a pas eu de problème.
Et voilà, donc le jour quand le travail a commencé, donc j'ai appelé les sages-femmes qui m'ont retrouvée à la maison. Et franchement, tout s'est très, très bien passé au début. Donc, j'étais actrice du travail qui était en train de commencer. Et j'étais maîtresse de mes mouvements. Je faisais ce que je voulais pour me soulager dans ma douleur, dans les contractions. Et voilà, j'ai eu droit même à la piscine. Je pouvais aller me plonger dedans pour m'aider à me soulager. Il y a juste eu un petit truc, c'est que pendant 24 heures, au fait, l'ouverture du col ne se faisait vraiment très, très lentement. Et donc, avec les sages-femmes, on a décidé que voilà, si d'ici minuit, donc 24 heures plus tard, après le début du travail, si on n'avait pas une évolution au niveau de l'ouverture du col, ben, on se rendrait à l'hôpital. Mais tout était déjà réglé parce que voilà, à l'avance, on essaye de prévenir en tout cas les choses. Donc, on avait déjà réservé l'hôpital, la chambre. L'hôpital était à 10 minutes de chez moi, donc il n'y avait pas de raison que les choses se passent mal. Donc voilà, après 24 heures, on a décidé du coup d'aller à l'hôpital. Et voilà, on arrive à l'hôpital et avec la déception, j'avoue que j'étais déçue de ne pas pouvoir accoucher chez moi à la maison. Avec la déception, la fatigue, ça faisait plus de 24 heures que j'avais plus dormi. Voilà, j'étais très, très épuisée. J'ai demandé la péridurale. Franchement, voilà, je l'ai demandé pour me soulager, pour que je puisse avoir un moment de répit aussi, me reposer un petit peu. Et voilà, j'ai eu la péridurale. Par contre, cette péridurale a un peu trop fonctionné parce que du coup, voilà, je n'étais plus maîtresse de mon corps. Je ne savais plus bouger. Je bougeais pas. J'étais là clouée dans mon lit et voilà. Au moins, j'ai pu dormir un petit peu. Donc, c'est déjà ça. Et donc, le lendemain, à 7 heures, donc, roulement de personnel. Et donc, voilà, je suis confrontée à un personnel qui rentre dans ma chambre, qui ne se présente pas. Je sais pas qui c'est le médecin, c'est l'infirmière, c'est la sage-femme. Et des gens qui viennent mettre des actes sur mon corps, au fait, sans me poser de questions, sans mon consentement, rien du tout. Donc, la première chose, c'était, voilà, me mettre une poche d'ocytocine, voilà, pour accélérer le travail, parce que ça n'allait pas vite. Et puis après, c'était une sonde vésicale, parce que, voilà, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais même pas me rendre à la toilette. Donc, c'était une sonde vésicale et tout ça, voilà, comme je le disais tantôt, sans consentement, sans OK, on va vous mettre ça. Tu vois juste quelqu'un qui vient te toucher, qui te met des choses, qui fait des choses avec ton corps et tu sais juste pas ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Et heureusement, je suis étudiante infirmière, presque diplômée, donc je vois ce qui se passe, je sais ce que c'est un peu. Et après, ce qui s'est passé, c'était la rupture de la poche des os, au fait, manuellement. Ils ont fait ça aussi manuellement. Donc, tout allait mécaniquement, vraiment, tac, 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 sans mots, au fait. J'étais là, c'est comme si j'étais juste un corps, au fait, dans un lit qui n'avait pas d'âme, au fait. Voilà, je me suis sentie un peu... voilà, on fait ce qu'on veut, au fait, avec ton corps. Et toi, tu la fermes, quoi, tu dis rien. Et puis, donc, à un moment donné, est arrivé le moment de la rencontre avec la gynécologue obstétricienne, si je peux appeler ça une rencontre, qui est venue se présenter, du coup, dans la chambre. Et donc, moi, j'étais couchée dans mon lit, je fais dos à la porte. Donc, cette femme, elle rentre. Et c'est limite, elle saute sur moi pour attirer mon attention. « Bonjour, Madame Diallo, je suis telle gynécologue qui va vous aider à mettre au monde votre fille. Mais vous me semblez bien endormie, là. Il faudra peut-être se réveiller un petit peu. » Et tac, elle est partie. Et moi, pendant 10 minutes, je pense, j'ai essayé de mettre un visage, au fait, sur cette voix qui venait de me parler. Mais comment est-ce que tu veux mettre un visage sur une voix, allez, une personne que tu n'as pas vue? Elle n'a même pas eu l'audace, au fait, de juste faire le tour du lit et venir devant moi. Et moi, en première année d'études d'infirmière, c'est la première chose qu'on nous apprend. Et voilà, donc j'ai rien compris. Donc cette femme, je me suis sentie surtout insultée. Ça faisait plus de 24 heures que j'étais en travail. Je n'ai pas mangé, j'ai pas bu. On m'a interdit de boire dès que je suis arrivée à l'hôpital et de manger, bien sûr. Et donc je me sens, c'est normal que je sois faible, quoi. Voilà, la seule chose dont j'avais besoin sur le moment même, c'était qu'on me rassure, qu'on me dise, OK, voilà, on sait que ça fait plus de 24 heures que vous êtes en travail et je sais que vous êtes fatigué. Mais voilà, quand ça sera le moment, j'aimerais bien que vous m'aidiez à mettre au monde votre enfant. C'est tout ce dont j'avais besoin sur le moment même. Mais voilà, elle est venue, elle a dit ce qu'elle avait à dire et puis elle est partie.
Et la minute qui a suivi, il y a une infirmière ou une sage-femme, je ne sais pas ce qu'elle était exactement. Comme je vous ai dit, personne ne se présentait dans cet hôpital, en tout cas dans ce service-là. Une femme qui rentre, qui me dit, vous savez, Madame Diallo, parfois, on est obligé d'utiliser certaines techniques, pour vous aider à mettre au monde votre enfant. Donc, dites-vous juste qu'à la fin, c'est que vous aurez votre enfant dans les bras. Au fait, je ne comprenais pas ce qui se passait dans cette pièce. Au fait, chaque personne rentrait, balançait ce qu'il avait à dire et sortait. Et voilà. Donc, elle aussi, elle venait me dire ça. Je me dis, mais pourquoi elle vient me dire ça? Je ne comprends pas. Et du coup, ça augmente les questions que j'ai dans ma tête. Moi, j'ai des questions, du coup, mais pas de réponse. Parce que du coup, à chaque fois, chaque personne vient, elle me balance quelque chose et voilà, elle est partie. Et moi, j'étais là, comme toujours, comme un corps, hein, sans vie, qui n'a pas d'émotion, qui n'a rien à dire, au fait, dans le fait qu'elle va bientôt accoucher, mettre au monde un enfant. Bref, et 5 minutes plus tard, tu as toute une équipe qui rentre dans la pièce, une dizaine de personnes, je vais dire. Et là, tout est allé, c'était le début du calvaire, étrier, position gynécologique, tout le monde qui est tac, 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 personne ne me parle. Moi, je suis là, OK, qu'est-ce qui se passe? Je sais que oui, on va commencer peut-être le travail, mais je me dis, c'est pas le moment parce que je ne sens pas le besoin de pousser, je ne sens rien, au fait. Je comprends pas que tout le monde soit là déjà maintenant. Et donc, la gynécologue qui arrive, hein, avec sa blouse devant moi. OK, on va commencer à pousser. Je fais, écoutez, je sens que la péridurale ne fonctionne plus. Je commence à sentir les contractions à nouveau. OK, on appelle l'anesthésiste. Voilà. Oui, heureusement, elle a tout de suite réagi. Elle a demandé qu'on appelle l'anesthésiste pour venir me mettre un concentré de produit juste pour la pousser. Donc, voilà, juste le moment que je mette au monde ma fille. Et ce qui a été fait. Mais le problème, c'est qu'elle n'a même pas attendu que ce produit agisse, que je devais déjà pousser. Je me suis sentie un peu malmenée parce que, oui, on te demande de pousser, mais si tu ne ressens pas le besoin, je ne vois pas pourquoi on te demanderait de pousser. Et là, j'ai juste suivi comme un mouton, en fait. J'étais là, de toute façon, depuis que je suis arrivée, on ne m'a même pas encore demandé ce que je voulais, voilà. J'ai juste suivi à la lettre ce qu'on m'a dit et j'ai poussé 5-6 fois, je pense. On m'a même pas donné le temps, en fait, voilà. Que je vois la gynécologue qui commence à soupirer. Mais vraiment, qui soupire. Et à un moment donné, je vois qu'elle regarde ses collègues, qui fait, ça ne va pas, hein, ça ne va pas. Et la seconde qui suit, je sens un truc désolé du mot, mais qui me pénètre, au fait. J'en ai encore des frissons aujourd'hui quand je pense à ce moment-là. Je sens un truc qui me pénètre. Et je comprends pas ce qui m'arrive. Je sens une douleur, au fait, de la tête aux pieds. J'ai l'impression, même mes cheveux ont eu mal, limite, je vais vous dire. J'ai l'impression qu'on m'arrachait, au fait, la peau, quoi. C'était un truc de dingue. Là, je crie, je hurle, je souffre. Et là, elle est de son côté, elle tire de toutes ses forces. Je pense qu'elle y a tout mis. Elle tire de toutes ses forces. Il y a une infirmière ou une sage-femme qui était là derrière elle, qui la tenait. Et elle était là, elle tirait mais de toutes ses forces. Moi, la douleur était tellement insupportable que j'ai eu un moment d'inconscience. Je suis partie. Je n'étais plus là. Je suis partie et quand je suis revenue à moi, ma fille n'était pas dans la pièce. La gynécologue n'était pas dans la pièce. Et mon mari, mon homme qui est de l'autre côté de la pièce, en train de pleurer toutes ses larmes qu'il a, je pense. Ma belle-maman qui était aussi à côté de moi, bien sûr. Et là, je regarde ma belle-maman parce que Jonas, lui, de toute façon, je ne pouvais pas le parler. Il était dans son coin, dans tous ses états. Je regarde ma belle-maman en mode, elle est où ma fille? Où est mon enfant? Et elle savait pas me dire. Elle savait pas me dire. Et là, je regarde, je sculpte la pièce, quoi. Je regarde tout le monde. Mon enfant, elle est où, quoi? Et là, il y a personne qui répond. C'est limite, j'allais sauter, au fait, du coup, du lit pour aller chercher mon enfant parce qu'il fallait que je sache où est mon enfant. Et c'est seulement à ce moment-là, une des infirmières ou sages-femmes a dit que ma fille était dans une autre pièce, ils étaient en train de la réanimer ou je ne sais quoi. Et je me suis dit, mais comment c'est possible, quoi? J'étais dans tous mes états. Comment c'est possible? Sa grand-mère est là, son papa est là, et il n'y a personne qui est avec ma fille pendant qu'elle est en train de vivre je ne sais quoi. C'était juste, j'allais sortir, hein, j'allais me lever de mon lit et sortir pour aller chercher ma fille. Et là, cette même infirmière, du coup, a demandé à mon homme, du coup, de venir avec elle pour aller dans la pièce pour faire une photo que elle ramènerait, du coup, pour que moi, je sois rassurée allez, voilà.
que je sois rassurée, quoi. Et là, donc l'infirmière revient avec une photo pendant que j'étais en train de regarder la photo de ma fille dans un état, voilà. La douleur recommence. Là, je sens quelque chose, au fait, au fond de moi, qui est en train de racler, au fait. C'est comme si tu avais un animal, au fait, dans ton ventre qui est là en train de te manger à l'intérieur. Je sens quelque chose qui me racle et là, je commence à hurler de nouveau, de douleur. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Au fait, l'assistante de la gynécologue était maintenant assise en face de moi, avec sa main en moi, sans me prévenir, rien du tout. Et là, elle racle. Voilà, donc elle est en train d'extraire manuellement le placenta. Elle termine ça, pas de mots, rien du tout. Moi, je suis toujours dans mes souffrances avec ma belle-maman qui m'a limite écrasé le bras parce que elle-même, elle était là en train de souffrir, au fait, à côté de moi. Et donc, elle termine et puis là, je la vois préparer son matériel pour... à ce moment-là, je ne savais pas encore, pour recoudre l'épisiotomie. Et donc, à ce moment-là, au fait, le cumul de violence et de traumatisme que j'avais vécu depuis que j'étais arrivée dans cet hôpital a réveillé ma mémoire traumatique, au fait. Donc, du coup, au lieu de voir cette assistante devant moi en train de se préparer pour recoudre mon épisiotomie, j'étais en train de voir la dame qui m'a excisée quand j'avais 5 ans. Donc, c'était le visage de cette dame qui était là avec sa lame, prête à m'exciser, et le décor de la pièce avait changé, complètement changé. Je n'étais plus à l'hôpital, j'étais dans un autre endroit. Et personne n'a capté ça. Et mon cerveau a bloqué, mon langage, je ne savais plus parler français. J'essayais de sortir des phrases, mais c'est ma langue maternelle qui sortait. Parce qu'à l'âge de 5 ans, je ne parlais pas encore très bien français. Donc, en fait, mon cerveau a complètement déconnecté. Je n'étais plus là. Et ça a duré un bon moment. Et personne n'a capté que je n'étais plus là. Une femme qui parlait français, depuis qu'elle est là, tout d'un coup ne sait plus parler français et personne n'a capté que, voilà, celle-là, ce n'est plus la même. Heureusement, ma belle-maman était là, c'est elle qui me rassurait. « Oh, calme-toi, Aïcha, tu es à l'hôpital, tout ça. » Au fait, c'est la voix de ma belle-maman qui m'a permis de revenir sur le moment présent. Parce qu'au fait, dans ma tête, je me suis dit, OK, quand j'étais excisée, ma belle-maman n'était pas avec moi. Et c'est ces mots, au fait, à elle qui m'ont permis de revenir sur le moment présent. Et la première chose que j'ai dite quand j'ai recouvert, au fait, ma parole, c'est « Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là ?» Et là, mes questions commençaient du coup à surgir. Et là, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Et mais vraiment, comme si j'étais une personne bête, comme si je n'étais pas capable de comprendre peut-être les réponses qu'elle allait me donner. Je recoue l'épisiotomie. Mais vraiment, avec ses épaules, je recoue l'épisiotomie. Et là, je sens encore ma belle-maman qui me serre la main. Et je fais « Quelle épisiotomie? On a dû couper pour faire sortir votre bébé. » Mais elle me parlait comme si j'étais vraiment bête, quoi, quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Là, je me mets dans un état et j'essaie juste de comprendre. Je lui fais, mais quelle taille au moins elle fait l'épisiotomie? En fait, je cherchais juste à savoir, je cherchais à comprendre. La taille normale d'une épisiotomie qu'elle me fait. Là, ma belle-maman qui me fait, « Calme-toi, laisse-toi. » Elle me dit, au fait, ce que j'étais déjà en train de faire, je me suis laissée faire jusque-là, donc laisse-toi faire, c'est bientôt terminé, et puis voilà, qu'on en termine, quoi. Donc voilà, elle a commencé à recoudre l'épisiotomie, et là, la douleur de nouveau, j'ai pas de péridurale, hein, durant tout ce temps, j'ai pas de péridurale, j'ai rien du tout pour couvrir la douleur, au fait, que j'étais en train de subir, la violence que j'étais en train de subir. Et voilà, elle termine de recoudre son épisiotomie, et voilà, elle nettoie un petit peu, et tout le monde se barre de la pièce. Je reste seule avec ma belle-maman. Et là, je fonds en larmes dans ses bras. C'était un truc de dingue. Plus tard, quand je suis remontée en chambre, donc le lendemain, la gynécologue, donc elle a entendu tous les échos parce que je pense que tout l'hôpital a entendu parler de mon accouchement. Elle a entendu parler des échos parce qu'ils m'ont même envoyé une psychologue pour me parler de mon accouchement et je l'ai bien fait comprendre que j'ai pas envie de revivre ça là maintenant, donc c'est pas la peine qu'elle vienne me parler. Et je pense qu'elle a entendu un peu mon mari parler de plainte, donc elle a bien compris que on n'était pas prête, en tout cas, à discuter pour le moment de ça. Et l'écho, je pense, a fait le tour du service. Et la gynécologue, je pense, on lui a dit qu'elle avait intérêt de passer, en tout cas, me voir. Donc, le lendemain, elle est passée et elle me dit qu'elle venait pour voir s'il n'y a pas d'infection au niveau de l'épisiotomie, de la plaie. Et là, elle me dit, vous savez, Madame Diallo, j'espère que vous comprenez ce qui s'est passé hier. Si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait, tout allait exploser. Elle me fait ça. Tout allait exploser. Vous savez, vous, les femmes africaines, vous avez des bassins plus hauts et plus petits. Donc, vous avez même de la chance que j'ai pas fait une césarienne parce que on en était limite.
voilà, elle me balance ça. Et là, sur le coup, en fait, je l'ai juste dit merci. Parce que j'avais juste envie que ce visage-là, que je voyais là devant moi, quitte là, parce que je sentais des choses qui montaient en moi. Et ça n'allait pas être beau à voir si je laissais ce... Voilà, donc je l'ai juste dit merci pour qu'elle puisse partir et me laisser un peu dans ma pièce. Et voilà, donc cet accouchement m'a laissé un gros trauma, un très, très gros trauma. Aujourd'hui, j'y travaille encore. Pendant une année, j'ai pas pu retourner à l'hôpital, donc j'ai perdu une année d'école, de cours, donc ce qui fait que je suis diplômée maintenant en juin. Sinon, j'étais diplômée juin dernier. Pendant une année, j'ai pas pu retourner à l'hôpital. J'avais la phobie. Et ce qui aussi joue sur mes futurs choix de ne pas exercer à l'hôpital, plutôt en extra-hospitalier, parce que voilà, ça laisse encore de gros traces en moi. Merci de m'avoir écouté. Avec plaisir. Je pense que c'est très important pour nous d'avoir ce genre de témoignage et de s'y confronter pour comprendre l'importance de la thématique et comprendre l'importance d'avoir un regard plus acéré, peut-être aussi parfois quantitatif, pour savoir à qui ça arrive, dans quelle proportion ça arrive, pour pouvoir vraiment, par la suite, adresser le problème et résoudre et faire en sorte que ce genre de situation ne survienne plus et qu'il puisse y avoir aussi une réparation peut-être sociale face à ce genre de drame. Voilà, la parole est à Madame Donner, si vous voulez bien, ou à la salle, en fonction de qui souhaite réagir. Peut-être que Florence ou Marie-Hélène, vous souhaitez aussi réagir dans un premier temps. Oui, moi je veux bien. Donc moi je voudrais vraiment te remercier, Aïssatou, de me confier tout ça, parce que je trouve que c'est à chaque fois très éclairant et très remuant en fait, parce que c'est une question de loterie et c'est totalement injuste. En tout cas, moi c'est ça qui me touche à chaque fois le plus. Mais ce que je voulais aussi rajouter principalement, c'est en fait que toutes ces questions liées au racisme ou aux stéréotypes culturels, il y a une partie qui est documentée. Et donc, il y a une partie qui est chiffrée, analysée. On en avait parlé notamment par rapport au syndrome méditerranéen. Je ne sais pas si c'est un concept que vous connaissez, mais donc c'est le fait de croire en tant que professionnel que les personnes d'une couleur de peau jouent la comédie quand ils ont mal, ou qu'ils exagèrent. Et donc, on va moins prendre en considération ces signes de douleur. J'ai envie de dire, il y a plusieurs exemples, mais moi, je trouve un des plus frappants, c'est aussi Serena Williams. Elle a failli mourir suite à son accouchement, si je ne dis pas de bêtises, d'une embolie, mais on n'a pas considéré ces signaux d'alerte, alors que c'est une professionnelle sportive qui est entourée d'une équipe médicale pour mener sa carrière, et donc, elle connaît son corps. Et on n'a pas fait confiance à ce qu'elle percevait, ce qu'elle disait, et personne ne l'a considéré. C'est son mari qui a dû aller chercher les professionnels en disant « Maintenant, vous venez, elle ne va pas bien, quoi. » Et elle n'était pas très loin d'y passer. Il y a aussi cette autre croyance médicale que le bassin des femmes subsahariennes, africaines est différent. Alors, en soi, peut-être qu'il est différent. C'est pas pour ça qu'elles sont incapables de donner la vie et qu'en Afrique, il y ait autant d'actes médicaux du même style. Donc, ça met en évidence que les professionnels ont des pratiques routinières standardisées et qu'ils sont difficiles à s'adapter au corps de la femme qui est juste en face d'elle et à s'adapter dans la pratique et dans le déroulement de ce qui se passe. Aujourd'hui, on prend, si on pense aux enfants dans les classes d'école primaire, il y a des adaptations sur tous les types d'apprentissage, sur toutes les difficultés, et on arrive à adapter tout ce suivi-là. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas dans les salles d'accouchement ? Il n'y a aucune femme qui est standard. On se prend toutes ici, on se met en ligne. Il n'y en a aucune qui fait le même poids, la même taille, qui a le même historique de santé. C'est aux professionnels à pouvoir s'adapter et à pouvoir suivre cet accouchement qui est un processus physiologique pour lequel, dans la majeure partie des cas, notre corps est construit pour savoir y faire face. Et pour les cas pathologiques, il y a des outils médicaux, il y a des avancées médicales qui permettent de les détecter ou justement de les gérer. Je voulais juste rajouter ça. Ça suscitera peut-être des questions ou des réactions. Merci beaucoup. Mais du coup, je vais laisser la parole à la salle.
Oui, Madame Demer. Attendez 2 petites secondes que le micro a pris. Oui, merci. Vous m'aviez demandé de venir dans cette, par rapport à tout ça pour un peu voir comment on pouvait réfléchir ensemble. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important. C'est évidemment une question extrêmement complexe et difficile à voir dans sa globalité. Je trouve que les 3 interventions l'ont bien démontré. Ça touche à énormément de choses différentes. Ça touche déjà, cette définition de la violence obstétricale est extrêmement composite. Elle va de violences physiques à des violences verbales, à un manque de communication. Donc il y a une gradation qui est parfois difficile à trier, et aussi dans les témoignages qui sont donnés. Dans l'utilisation du mot violence obstétricale, il y a quelque chose qui a bloqué le débat au départ, puisque c'est un mot qui a été proposé en 2007 au Venezuela. C'est que dans le mot violence, il y a l'intention de nuire dans sa définition de base. Et que pour les soignants, c'était extrêmement compliqué d'accepter ça. Et donc il a fallu qu'il y ait tout un chemin qui soit fait du côté des soignants pour te dire, oui, mais puisque finalement les femmes parlent de violence obstétricale, il faut l'accepter telle qu'elle. Mais il y a eu un blocage dans la réflexion autour de ça. Alors, je pense que ce blocage est dépassé à l'heure actuelle. Beaucoup de soignants sont prêts à en parler, à en discuter, à progresser par rapport à tout ça. Et j'aurais aussi tendance à dire, là, ça fait un petit peu un saut, mais je ne laisserai pas ce débat uniquement dans le thème du genré, du féminisme. Je crois qu'il faut le sortir de ça aussi, parce que ça ne nous aide pas, dans le sens où il faut aussi aller... C'est ce qui s'est passé en France. Du coup, c'est resté dans le ministère de l'égalité des chances, et ça n'est pas passé au ministère de l'enseignement, par exemple. Parce que c'est là qu'il faudrait agir aussi. C'est dans l'information qui est donnée aux futurs soignants. Et là, il y a vraiment un travail très, très important à faire. Donc, il faut aussi sortir ce débat pour qu'on puisse développer toutes ces formations autour de la prise en charge de la naissance et de l'accouchement. Il y a toutes les expériences de formation, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui existent, ont des retours extrêmement positifs sur le progrès que les soignants peuvent faire par rapport à ça dans la participation à ce genre de formation. Alors, en tant que professeur, donc en tant que professionnel, moi j'ai surtout travaillé en obstétrique et particulièrement en diagnostic anténatal, où on s'est trouvé très vite confronté à toute la détresse des parents lorsqu'on leur annonçait une nouvelle extrêmement difficile par rapport à un problème majeur avec le fœtus. Et donc on a essayé justement de travailler à la fois sur l'annonce, sur l'accompagnement. Donc ça a obligé les soignants qui travaillent dans ce domaine à peut-être aller plus vite que dans certains domaines pour travailler autour de tout ça. Et ça donne des choses très intéressantes. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a très vite travaillé sur le retour d'expérience. C'est pour ça que je trouve que votre témoignage est particulièrement courageux d'une part et intéressant, parce que c'est ça aussi qui fait progresser les gens. C'est parce que on a ce retour d'expérience, on revoit les gens après une situation traumatisante pour pouvoir rediscuter avec eux de ce qu'ils auraient voulu, autrement, comment est-ce qu'on peut progresser. Et donc il y a des choses très intéressantes qui peuvent se mettre en place à ce niveau-là. Et je crois que c'est vraiment ensemble qu'on peut progresser, comme d'ailleurs l'a proposé le CIAN, qui est l'Association d'usagers française, qui travaille pas du tout dans une notion de polémique et de conflit, mais dans une notion d'essayer de progresser ensemble pour que les soignants soient plus à l'écoute justement des plans de naissance et de toutes ces difficultés. Et alors, en tant que professeur d'obstétrique, depuis 5 ans, chaque année, j'ai donné un cours sur la violence obstétricale aux étudiants qui étaient particulièrement à l'écoute et particulièrement intéressés. Et cette année, avec une étudiante, on en est qu'aux résultats préliminaires, mais je trouve que ça vaudrait la peine de voir quand les résultats sont tout à fait dépouillés. Il y a une étudiante qui voulait faire son travail sur la violence obstétricale. Et donc, ce qu'on a discuté ensemble, c'est qu'on avait beaucoup de témoignages de femmes, et ça c'est très important. On a des témoignages de sages-femmes, c'est très important aussi, mais finalement on avait peu de témoignages du côté médical, puisque ça a été un peu bloqué ce débat au départ. Et on a aussi été surpris, alors pas avec la même proportion, mais on a envoyé un questionnaire à tous des gynécologues francophones et à des étudiants en dernière année de médecine, et du pourcentage de réponses. On a eu 40% de réponses, ce qui était quand même
intéressant pour une enquête de ce type-là. Et on voit les premières notions qui sont importantes à voir, c'est que cette notion de violence obstétricale est maintenant reconnue par une majorité de soignants, avec les différentes définitions qui sont reconnues également, et particulièrement sur la notion qu'il y a une réalité des faits. Tout ce que vous racontez, c'est une réalité des faits que personne ne peut nier de ce qui se passe. Par contre, indépendamment de la réalité des faits, il y a aussi tout le contexte humain dans lequel les faits surviennent et où on a un problème de communication qui est vraiment fondamental autour de ça et sur lequel il y aurait moyen de travailler de façon extrêmement intéressante tous ensemble. Donc, voilà un petit peu, c'est ça que me suggéraient les différentes interventions, c'est de se dire qu'il y a du travail à faire et qu'il y a une ouverture pour le faire et que, bon, je parle au mon nom personnel, hein, je ne suis pas en train je ne représente personne et je ne défends pas quelque chose, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour améliorer les choses et il y a pas mal d'expériences qui en témoignent. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou si on laisse la salle poser des questions ou réagir. Moi, je voudrais juste ouais. réagir. Effectivement, par rapport au retour d'expérience, en fait, je pense que c'est le meilleur levier de changement parce que je crois qu'il n'y a aucun professionnel de santé qui se lève le matin en se disant je vais nuire à quelqu'un. C'est l'intention de personne. Maintenant, il y a aussi, parce qu'au niveau de la plateforme, on a fait un groupe de travail avec une dizaine de gynécologues pour voir justement comment travailler ces revendications et que ce soit comment est-ce qu'eux pourraient se les approprier pour faire le changement au sein de leur structure. Ce que certains gynécologues témoignaient, c'était aussi une question de posture. Et c'est là où il y a peut-être la question du sexisme et de toutes les autres discriminations qu'il faut travailler. Ils prenaient des situations vécues où ils disaient, ben voilà, ça a été une super boucherie, l'accouchement que mon collègue a fait. Qu'est-ce qu'il se fait? Ben, il repasse le lendemain en disant, oh, heureusement que j'étais là, je vous ai sauvé, madame. Et en fait, hop, on récupère le truc et on n'est pas dans... Alors, je ne dis pas que c'est toute personne qui le fait, mais si la posture du soignant n'est pas travaillée, s'il n'y a pas une question d'égalité, de partenariat, en fait, cette question de retour d'expérience ne percole pas suffisamment, je pense. Et c'est là où, pour moi, il y a quelque chose à travailler aussi. Oui, ah oui, oui. Oui, enfin, peut-être juste pour rebondir sur ça, sur la terminologie, on voit aussi une évolution. On parlait d'abord de l'humanisation de la naissance par rapport aux machines, c'était les années 80. Puis on est passé à la maltraitance du soin ou la maltraitance dans le soin. Donc c'est le soin qui est violent, mais c'est jamais le soignant. Donc c'est d'abord la machine et puis c'est le soin. Le terme de violence obstétricale avait cet avantage qui était de pointer la personne et pas la machine ou le soin. Et alors, ça fait quand même, enfin, c'est pas nouveau comme débat qu'on a sur la naissance. Et donc venir dire oui, c'est ça qui a bloqué le débat. Moi, je pense pas. Ça, au contraire, ça a ouvert le débat, ça a libéré la parole, ça a permis à des politiques de s'emparer du sujet. Alors effectivement, par rapport les politiques qui se sont emparés de ça, c'était les ministres en charge d'égalité entre les hommes et les femmes, mais pas le ministre de la Santé. Même Van den Broek ici, on a beau l'interpeller, il ne réagit pas. En France, pareil. C'est pas du tout le ministre de l'Enseignement non plus qui considère que c'est pas leur sujet non plus. Donc oui, on prend ce qu'on a. Le ministre qui réagit, tant mieux. Mais voilà, c'est pas faute d'avoir essayé. Et alors, moi, ce qui me frappe surtout aussi, alors que c'est un débat, enfin voilà, il y a quand même pas mal d'expertes maintenant dans la société civile qui connaissent ce sujet-là, c'est le fait qu'on ne soit jamais invité non plus. Donc quelque part, on est toujours dans ce mode, les médecins qui réfléchissent entre eux, surtout sans vraiment intégrer les femmes, sans intégrer les patients experts, sans justement avoir ce dialogue qui pourrait s'installer. C'est étonnant, malgré peut-être une fois de temps en temps, mais c'est hyper marginal vu l'ampleur du problème. Je peux ajouter encore une chose dans cette enquête, justement, ce qui est très intéressant, c'est deux notions. C'est qu'on a posé la question de savoir à tous ces soignants, est-ce qu'ils avaient été un jour acteurs d'une violence obstétricale, telle qu'elle est reprise dans les définitions qui sont proposées. 70% disent oui. Oui. Parce que forcément, il y a un moment donné où il y a une inadéquation. Chaque histoire est différente et parfois la situation médicale, sans que ce soit une excuse, la situation médicale peut quand même compliquer les choses aussi à ce niveau-là.
Et l'autre chose aussi par rapport à la notion de formation, on a posé la question de savoir s'ils souhaitaient une formation. 70%, 60% environ disent oui. Et en partenariat avec les patientes et la majorité disent oui aussi. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui bouge là et que le débat n'est pas bloqué. Et bien sûr que le terme violence obstétricale a eu l'avantage de faire bouger les lignes et d'ouvrir le débat, mais qu'il a un tout petit peu bloqué les soignants au départ, qui ont eu un sentiment d'attaque, d'injustice qu'on peut entendre aussi. Donc voilà, je crois que ça bouge vraiment. On n'est pas vraiment dans quelque chose de figé par rapport à ça. Je ne crois pas en tout cas. En tout cas, c'est aussi le but de ce genre d'événement, de faire bouger les lignes et de peut-être créer des partenariats par la suite dans les coulisses également. Petite invitation. Je ne sais pas si la salle a des réactions. Il y a un doigt timide. Oui, je vois un doigt tout au fond. On attend que le micro arrive. Mais bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Je suis désolée Marie-Hélène, j'ai raté le début de l'intervention, mais voilà, on a déjà eu l'occasion de discuter de ces sujets. J'espère que je n'ai rien manqué de trop important. Mais je voulais d'abord vraiment vous remercier pour la mise en perspective et la manière que vous avez d'articuler aussi ce que vous avez apporté. Madame Diallo, je voulais juste exprimer mon plus profond respect par rapport au fait que vous veniez témoigner et par rapport à ce que vous avez vécu. Et je trouve que voilà, c'est vraiment courageux d'utiliser votre vécu comme outil de lutte finalement pour une question comme celle-là qui concerne énormément de femmes. Et voilà, j'ai été vraiment très très touchée par ce que vous avez dit. Et voilà, j'espère en tout cas qu'on pourra répondre le plus possible à toutes ces problématiques-là. J'ai eu un débat il n'y a pas très longtemps au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec d'autres collègues. Et on traitait de l'endométriose et il m'a été demandé de retirer une phrase du texte que j'avais rédigé avec mes collaborateurs et collaboratrices. Et cette phrase, c'était une citation de Kate Young, donc qui est une chercheuse d'université en Australie. Et c'était « Ce sont les hommes qui ont élaboré les sciences médicales au sujet des femmes et de leur corps ». Ce qui dit en fait que la médecine est profondément patriarcale. Et j'ai été hyper étonnée en fait que des partis qui sont plutôt... Pour le coup, autour de la table, il n'y avait pas que des partis de droite conservateurs, il y avait aussi d'autres partis, n'admettent pas ce point de départ et ce postulat de base qui est en fait que la médecine est sexiste et raciste et que finalement on a tout un biais en fait parce qu'on refuse de voir ça et que du coup ça empêche à toutes les questions qu'on porte ici d'avancer et que ça reste en effet toujours le fait de ces mêmes militantes qui sont déterminées à essayer de faire changer les choses, etc. Donc voilà, je mets ça au milieu de la table parce que je trouve que c'est aussi une des raisons pour lesquelles un ministre comme le ministre de la Santé ne se saisit pas de ça, parce qu'en fait, on n'est pas d'accord sur la base, en fait, tout simplement, et le constat qui est à l'origine de tout. Alors, j'avais juste 2 questions et 2 remarques. La première concerne la question de l'enseignement. Vous en avez parlé, madame également dans son intervention et dans sa réaction. C'est toujours très, très compliqué d'intervenir finalement sur le fond des programmes de cours, etc. Moi, la réponse que j'ai très souvent au Parlement de la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est ah oui, mais c'est la liberté académique. On ne peut pas, nous, politiques, dire comment les cours doivent être donnés, quels sont les sujets qui doivent être abordés, etc. Et en fait, donc je parle ici en plus sous le contrôle de la conseillère qui s'occupe de ces matières-là en enseignement supérieur, mais ce qui est en fait dingue, c'est que du coup, on légitimise des systèmes où il y a clairement, en fait, dans les universités, les hautes écoles, des interventions de professeurs ou des fois qui intègrent ces biais racistes et sexistes dans leurs cours. Et donc ça, ce n'est pas un problème, c'est leur liberté. Et quand nous, on vient en disant, mais en fait, on voudrait déconstruire, on voudrait qu'il y ait des cours qui attirent l'attention sur ces thématiques, etc. Alors là, on nous dit, mais non, ça, c'est pas notre boulot en tant que politique, on doit pas se mêler du contenu. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est compliqué et qui en plus est compliqué par le fait que dans l'enseignement supérieur, les postes de recherche, les financements des recherches qui sont faites, etc., le sont toujours vers les mêmes personnes finalement et que donc en fait, on donne des financements à des recherches qui vont conforter finalement tous ces biais qu'on n'arrête pas nous de dénoncer. J'ai été frappée quand on a travaillé sur l'endométriose de se rendre compte que par exemple, il n'y a pas de
fonds de recherche international sur le sujet. Donc ça touche une femme sur 10 potentiellement, et il n'y a pas de fonds de recherche. Je veux dire, il y a des maladies dans notre société qui touchent moins de gens. Alors je ne fais pas de hiérarchie des pathologies, etc. Et là, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et donc je me demande comment on peut, depuis nos niveaux, enfin nos engagements respectifs, et je prends ma part parce que je suis évidemment engagée sur les bancs des parlements et ce n'est pas rien, mais comment est-ce qu'on peut justement essayer de régler ces problèmes qui moi, à certains moments, me donnent l'impression d'être très loin, très éloignés finalement. Qui peut dire en fait à un moment donné, bah oui, on va débloquer des fonds de recherche européens par exemple sur les violences obstétricales ou pas. Ça, c'est vraiment des questions où je me dis, enfin, je ne vois pas encore très clair, et donc j'aurais aimé avoir vos éclairages. C'est une bonne question. Merci Margot. Donc plusieurs remarques. Donc tu as raison de dire que c'est patriarcal. Ça se remonte à Aristote. Hein, si on fait toute l'histoire de la médecine avec sa conception du corps parfait qui est le corps masculin et le corps imparfait qui est le corps féminin, avec cet organe très problématique qui est l'utérus. Et voilà, toute la médecine s'appuie depuis plusieurs milliers d'années sur cette conception sexiste du corps parfait masculin, du corps... et ça se retrouve totalement dans l'obstétrique, avec des théories sur le bassin, etc. On en a parlé. Alors, pour tes questions plus précises, moi je dirais qu'il y a deux enjeux. Il n'y a pas uniquement la question de l'enseignement, il y a aussi la question de l'organisation des hôpitaux. Parce qu'une partie, enfin, je n'ai pas été creusée dans ma présentation aussi loin, mais pour moi, il y a deux sources de violence obstétricale. Donc, c'est le sexisme et toute la question du genre. Et il y a aussi la violence institutionnelle. Donc, c'est la façon dont les femmes sont prises en charge dans les hôpitaux. Parce que là, je vous renvoie à Bourdieu et toute une série de sociologues ont montré que toute une série d'institutions génèrent en soi des violences, que ce soit les prisons, les écoles, les orphelinats et les hôpitaux. Et c'est généré par l'organisation même des hôpitaux. Un exemple qui est cité dans la littérature qui est tout simple, c'est genre une vieille femme qui est hospitalisée, qui a l'habitude de boire une tasse de thé tous les soirs à 9h, et donc elle arrive avec cette tasse de thé et demande de l'eau chaude. Et on lui refuse parce que c'est pas prévu que dans l'hôpital on lui donne de l'eau chaude, alors même qu'il y a de l'eau chaude derrière la porte. Vous voyez, ce genre de petites violences, mais c'est démultiplié à tout niveau parce qu'il y a cet encadrement hospitalier. Et au niveau de l'accouchement, il y a encore ce qu'on appelle les protocoles. Donc, il y a la mise en place d'un système fordiste d'accouchement, où donc le Fordisme, vous connaissez, hein, c'est fabriquer les voitures à la chaîne, et ce qui implique une standardisation des voitures et une standardisation des gestes. Et c'est comme ça que les femmes accouchent. Donc on standardise toutes les femmes. Donc ce que Florence a expliqué, qu'on ne détaille qui on a devant soi, c'est chaque fois toutes les femmes de la même façon doivent accoucher à la même vitesse, de la même manière, dans la même position. Et après ça, on standardise les gestes posés par les sages-femmes. Elles ont autant de minutes à consacrer à chaque femme, et elles ont 3, 4, 5 femmes en parallèle qu'elles doivent voir, voilà. Et ça se limite à ça. Et donc, il y a vraiment un enjeu, au-delà même de l'enseignement, d'abord de repenser le fonctionnement des hôpitaux en disant ça, c'est plus acceptable. On ne veut plus accoucher comme ça parce que ça n'a plus aucun sens. C'était le modèle idéal du XXe siècle. C'est plus le modèle qu'on considère comme étant le modèle ultime maintenant au XXIe siècle. D'autant qu'on a les chiffres qui montrent qu'accoucher dans d'autres conditions donne des chiffres bien meilleurs en termes de vécu pour les femmes et en termes que ce soit psychologique ou en termes de santé. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment un enjeu d'agir sur ce fonctionnement des hôpitaux. Et là, les ministres ont le poids. Ils peuvent dire on ne veut plus organiser nos hôpitaux de cette façon-là, on veut un autre mode d'organisation et donc un autre mode de financement. Et donc là, on commence à toucher à la sécurité sociale, à l'INAMI, au financement à l'acte, etc., etc. Donc il y a tout un pan à ouvrir là-bas pour bouger. Et après coup, l'enseignement, oui, effectivement, ça c'est un problème qu'on constate tout le temps, c'est que c'est finalement des vieux gynécos, c'est souvent des vieux gynécos qui sont à la tête de l'enseignement et qui ont cette représentation un peu ancienne qui transmettent à leurs élèves. Donc là, effectivement, il y a un problème. Donc, mais bon, moi je pense beaucoup aussi à l'inclusion des patients experts dans les formations. On pourrait aussi ouvrir à d'autres horizons que strictement l'horizon médical et avoir des témoignages de femmes, avoir des témoignages de lesbiennes, enfin voilà, pour vraiment démultiplier les apports en termes de connaissances humaines. Alors pour la recherche, oui, c'est un problème parce que moi, plusieurs fois j'ai été contactée par des étudiantes qui voulaient faire des recherches en violence obstétricale et chaque fois on bute sur un nœud que pour ça elles doivent avoir un maître de stage. Mais il n'y a pas de maître de stage en violence obstétricale, donc on tourne en rond et donc chaque fois les processus de recherche rentrent dans le système et puis on ne trouve pas de maître de stage, donc c'est refusé, donc il faut se rabattre sur autre chose. Il y a aussi plein d'étudiantes, mais peut-être moins maintenant, mais pendant tout un temps, il y a beaucoup d'étudiantes qui se voyaient carrément refuser le sujet, parce que nous, on ne veut pas parler de ça dans cette logique, on attaque les enseignants, donc on ne veut même pas prendre la peine de se poser la question. C'est un petit peu moins, donc il me semble qu'il y a un peu plus d'ouverture
aussi par rapport à la recherche. Et puis il faut aussi voir, mais ça je connais malheureusement pas suffisamment bien le mécanisme de la recherche ici en Belgique. Je sais en France, par exemple, on m'a expliqué que pour financer de la recherche, c'était très facile d'avoir des financements pour aller voir, étudier le fonctionnement de la petite molécule qui fait ça sur la paroi de l'utérus, qui machin, etc. Là, il y a plein de financements, plein de points de recherche, etc. Par contre, une recherche sur les conditions les plus douces pour les femmes pour accoucher, là, il n'y a aucune recherche sur ça parce que ce n'est pas considéré comme étant médicalement valide. Donc, il y a vraiment tout un biais qu'il faudrait pouvoir bouger. Alors, je parle au niveau de la médecine, peut-être dernière chose, c'est par rapport à l'histoire. Parce que moi, ça me frappe aussi. En France, on a des historiens spécialisés dans l'histoire de la naissance. Ils font des travaux super. Il y a une société d'histoire de la naissance qui a vraiment un bouillonnement en termes de recherche. Et moi, je me dis, il n'y a pas ça en Belgique. Je me rends compte qu'il n'y a jamais eu un seul mémoire ou un seul doctorat de recherche en histoire sur les lieux emblématiques de la naissance en Belgique. Ça n'existe pas, ni au niveau francophone, ni au niveau flamand. Rien en anthropologie, rien en sociologie. Donc c'est vraiment, il y a un désert en termes de recherche en Belgique à tout niveau sur la naissance. Donc ça mériterait effectivement d'un peu bouger. Et ça touche, je vous vois réagir. Vous avez peut-être envie d'ajouter quelque chose? Non, en fait, j'entends les remarques, et je me vois exactement. En fait, c'est comme, allez, moi j'ai fait mon travail de fin d'études l'année dernière, mais je suis diplômée en juin parce que j'avais des stages de cours à rattraper. Et donc moi j'ai fait du coup mon TFE sur les mutilations génitales féminines, du coup liées aussi à mon accouchement. Et je me souviens quand j'ai amené la thématique à l'école, la prof qui me disait oui mais il y a eu tellement de TFE là-dessus, alors que si tu vas sur internet ou sur les plateformes de recherche, tu ne retrouves pas en fait cette thématique dans le milieu infirmier. Tu le retrouves peut-être dans le milieu des sages-femmes ou des gynécologues ou médecins, mais chez les infirmiers, on n'en parle pas. Pourtant, une infirmière, elle va venir te faire un sondage vésical, par exemple. Elle va venir te raser avant d'aller pour ton opération. Voilà, ça touche ta sphère gynécologique. Mais si cette femme ne sait pas que toi, tu as subi quelque chose dans ton passé, on n'en parle pas, ou même si elle le sait, elle ne sait pas comment prendre en charge cette femme-là, c'est un peu compliqué, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'avais même fait la suggestion du coup à l'école, et avec Fabienne Richard, on en a mis aussi, on avait parlé de ça, et elle en avait parlé lors d'un Sénat ou quelque chose comme ça, pour parler des mutilations génitales féminines du coup dans l'enseignement, parce que moi j'ai amené vraiment la thématique à l'école pendant les cours. J'avais un cours au choix sur la santé sexuelle, et j'ai amené du coup la thématique des mutilations génitales féminines, et les étudiants sont choqués. Hein. Ils sont choqués d'apprendre certaines thématiques. Donc, ils ont aucune idée, au fait. Et franchement, quand vous parlez de mettre ces thématiques-là dans l'enseignement, je pense que c'est une très bonne base vraiment pour changer la mentalité, en tout cas des futurs soignants, quoi. Voilà. Laurence, vous voulez ajouter un mot? Moi, je pense à différentes réflexions ou expériences. Il y a le contenu du cours, et puis il y a le système d'apprentissage qui induit aussi des choses. Donc, c'est-à-dire que dans les violences gynécologiques et obstétricales, ce qu'on remarque, c'est vrai qu'il y a le sexisme, il y a l'aspect systémique du système, mais il y a aussi la manière dont les gens sont formés et formés. Si on a une pratique un peu de bisoutage, moi j'en ai bavé pendant mes stages, tu vas en baver, on n'est pas dans la bientraitance. Il y a énormément de sages-femmes qui reviennent de leur stage en étant complètement choquées, qui ne savent pas retourner vers les lieux où elles ont été en stage parce qu'il n'y a pas de lieu d'écoute ou ce genre de choses. On ne prend pas soin de l'humain dans l'hôpital en fait. Même les humains qui y travaillent, on n'en prend pas soin, ce qui devrait être un peu la base. Si on pense à tout ce qui pourrait améliorer le système, et nous on le recommande beaucoup, c'est qu'il y ait une femme pour une sage-femme pour une femme qui accouche, et donc un accompagnement beaucoup plus individualisé. À l'heure d'aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ces démarches-là. On est sur une gestion financière et économique de l'hôpital, et en fait, tout le monde en paye les frais. Les soignants quittent leur profession. Il y a de moins en moins de soignants qui veulent de moins en moins de personnes qui veulent se diriger vers ce métier-là, et les patients de manière générale en souffrent et payent des pots cassés eux aussi. Donc finalement le système ne fonctionne pas. Une des
des professionnels qui étaient dans le travail de recherche nous disaient, moi je me souviens de mon prof de cours qui nous disait, si vous tentez une voix basse pour un siège et que vous avez un procès parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est moi l'expert qu'on appelle pour expertiser le dossier au niveau du tribunal et je vous mettrai dedans et vous n'avez pas intérêt à essayer. Dans quelle mesure est-ce qu'on encourage la bienveillance obstétricale? Dans quelle mesure est-ce qu'on encourage la solidarité positive entre collègues? Et dans quelle mesure est-ce qu'on va favoriser la physiologie dans la mesure où ce n'est pas incompatible en fait? Un accouchement voix basse pour un siège peut fonctionner, il y a des techniques et des professionnels qui sont spécialisés là-dedans. Et donc ça montre bien toute la difficulté de pouvoir dire comment est-ce qu'on s'encourage à être bien traitant si déjà dans la formation, en fait, on se fait malmener et le système va encourager à ne pas favoriser la bientraitance de manière générale. Alors pour le contenu, Aïssatou parlait de Fabienne Richard qui est la directrice du GAMS, donc qui est vraiment au fer et au moulin pour activer les choses sur la prise en charge des mutilations génitales féminines. À l'heure d'aujourd'hui, ce contenu n'est toujours pas inscrit dans le programme de cours des sages-femmes. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'elles sachent, ou qu'ils sachent, comment prendre en charge, comment réagir au niveau humain, mais au niveau médical aussi. Pourtant, les chiffres sont là, il y a une nécessité. Mais ça, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire changer les choses, mais en tout cas, au niveau de la plateforme, on a déjà rencontré plusieurs politiques, et à chaque fois, c'est le même débat, c'est on n'a pas accès à cette sphère-là. Sauf que les professionnels disent c'est pas nous qui définissons les programmes de cours, et donc à un moment, il faudrait l'arbitre de cette cour de jeu pour pouvoir refixer les règles. Je n'ai pas cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, témoignages dans la salle? On m'indique quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Oui. Témoignage, je n'ai pas de courage parce que je vois que dans la liste, le premier Attends 2 petites secondes pour une fois. Témoignage, je n'aurai pas le courage parce que malheureusement, je vois que dans le tableau ici, pour mon premier accouchement, il y a 15 ans, j'ai vécu toutes les formes de violence qui sont notées à part l'expression abdominale. Mais je voulais dire, pour répondre à la question de Margot, qu'au niveau du gender mainstreaming, il n'y a pas moyen d'agir sur les programmes scolaires, en fait, parce qu'on a quand même un gender mainstreaming fédéral. Alors, on retombe dans l'aspect genre, voilà. Mais est-ce que là, il n'y a pas une piste d'action ? Investiguer, mais en effet, c'est un outil qui peut peut-être être intéressant. Merci pour la piste. Oui, juste là. Oui, mais il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, un grand merci pour le témoignage et puis pour les explications, les partages des chiffres, etc. C'est super intéressant. Moi, je voulais avant tout réagir sur la déshumanisation des soins de santé. Parce que, outre la sphère gynécologique, c'est vraiment un problème dramatique qui est en train de se passer dans tous nos hôpitaux en Belgique. On va vraiment... on essaye de plus en plus, on rentre de plus en plus dans une logique d'industrialisation des soins de santé et tous les soignants sont confrontés à ça, à devoir être des machines, des automates. On est là pour scanner le patient, pour scanner le médicament, pour scanner si. On a vraiment l'impression d'être dans des usines et le Covid n'a vraiment pas aidé. Alors c'est bien, on a applaudi le soir à 20h les soignants, mais en gros rien n'a changé. Sauf le fait qu'il y a encore moins de soignants dans les hôpitaux et donc les seuls qui résistent, ils ont encore plus de charges et donc ils ont même plus le choix d'être violents en fait, parce que quand vous devez gérer tout seul une charge de travail pareille, vous ne savez pas le faire de manière humaine, c'est pas possible. Enfin, voilà. Et donc je pense que vraiment tous les soignants sont en grande difficulté dans les hôpitaux, mais aussi dans les maisons de repos. Et voilà. Je voulais quand même nuancer, parce que ici, quand on parle d'accouchement à domicile et accouchement à l'hôpital, on a l'impression qu'à domicile, c'est parfait et à l'hôpital, c'est horrible.
j'ai aussi eu des témoignages de sages-femmes à domicile qui pratiquaient la violence obstétricale et gynécologique. Donc voilà, ça dépend aussi. C'est pas tout est blanc et tout est noir. Il y a évidemment des nuances dans tout. Mais je pense qu'en effet, le terme de violence est très important. Et quand j'entendais parler de violence gynécologique et obstétricale, ça me fait penser aussi à quand Éric Zemmour dit qu'il n'y a pas de violence policière. C'est un peu la même chose. Si on n'appelle pas un chat, et si on ne dénonce pas le fait de dire que, oui, dans certains cas, il y a des violences et il faut les dénoncer et ce n'est pas normal, on tombe dans la folie humaine. Il y a déjà assez de fous dans le monde que pour, en plus, se taire et ne pas les dénoncer. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée où on parle de ça et où on dénonce justement cette culture où on dit que c'est normal, qu'on normalise, qu'on banalise certains actes et on voit bien que les deux sont importants parce que dans ton témoignage tu as déjà vécu des violences gynécologiques avant même d'être enceinte. Et puis aussi dire que pour tout ce qui est mutilation gynécologique, rappeler que ça se fait aussi chez nous, ici en Belgique. C'est pas juste loin là-bas, les femmes qui sont arrivées en étant excisées. Il y a aussi des exciseuses en Belgique qui pratiquent. Et donc c'est sous l'importance d'en parler. Avant de vous faire réagir, vous prenez d'autres réactions du public, comme ça on peut faire une discussion commune. Je ne sais pas si vous... On voit plusieurs. Je prends Elsa, Evelyne et puis... Mais moi, je voulais dire que le témoignage m'avait beaucoup touchée. Et ce qui m'a marqué, c'est que même quand on est dans une démarche d'un suivi et d'un accouchement physiologique, d'un suivi par des sages-femmes, mais malgré tout, on n'est pas à l'abri que ça ne se passe pas comme on l'avait voulu, comme on s'était renseigné, comme on avait tout prévu. Donc ça m'a vraiment marqué. Moi, personnellement, j'ai aussi eu ce suivi par des sages-femmes. J'ai accouché au gîte Le Cocon, à l'intérieur de l'hôpital Erasme, donc qui est tenu par des sages-femmes. Et c'était la première fois que je faisais l'expérience de ma demande de consentement. C'est la première fois que j'ai vraiment compris ce que c'était, parce qu'à chaque fois, on m'a demandé mon avis, on m'a demandé si j'étais d'accord. Et mon conjoint et moi, on a vraiment été très surpris de ne l'avoir jamais vécu auparavant. On ne savait pas ce que c'est, on ne comprenait pas ce que c'était avant de vraiment le vivre et le ressentir. Et je trouve ça vraiment bien, ce gîte, et qu'il soit au sein de l'hôpital Erasme, qui est un hôpital public, parce que je vois bien que le public au Cocon, c'est assez diversifié. C'est des femmes et des couples d'horizons différents. Je trouve ça vraiment bien que tous les publics, et surtout les moins favorisés, y aient accès au sein d'un hôpital public. Malgré tout, le remboursement des soins, c'est pas évident. Donc, toutes les mutuelles ne remboursent pas la prise en charge de ce gîte au sein de l'hôpital Erasme, quoi. Donc, ça, je sais bien que c'est un travail que les sages-femmes nous disent... de pousser les mutuelles, d'écrire pour demander le remboursement, de dire que c'est pas normal puisqu'on n'a pas accouché avec un gynéco, que ce soit pas remboursé à 100%, mais voilà, il y a encore du lobbying à faire à ce niveau-là. Voilà, merci. Allez vers Evelyne. Oui, merci. Donc merci bien et aussi d'avoir organisé ce midi qui est quand même sur un sujet vraiment important et qui est pas, je veux dire, qui est pas tellement connu, qui l'est beaucoup depuis plusieurs années, mais moi qui ai accouché pour la première fois il y a 34 ans maintenant, c'est quelque chose dont on ne parlait pas du tout. Donc il y a eu quand même une grosse évolution en quelques années et je voudrais pas qu'on sorte d'ici en ayant une vision binaire des choses, les femmes qui le subissent et puis les professionnels,
les bons et les méchants. Et donc votre témoignage me renforce dans l'idée que, effectivement, si on n'arrive pas quelque part à avoir une alliance sur celles ou ceux, et on entend qu'il y a quand même beaucoup de professionnels aussi qui disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il y a un malaise terrible chez les professionnels aussi par rapport à ça. Et donc d'avoir une alliance d'une part avec les femmes qui ont subi et d'autre part avec les femmes et hommes, mais aussi qui le subissent dans leur milieu professionnel, on ne va pas arriver à quelque chose. Et donc, je crois qu'il faut mettre sur la table en même temps les questions d'enseignement et d'éducation, très certainement, mais aussi les questions de statut des personnels soignants. Parce que quelque part, il y a aussi une maltraitance aujourd'hui dans le fait qu'il y a trop peu à la fois de reconnaissance, qui est une reconnaissance du statut, mais aussi une reconnaissance financière et du salaire, et que donc tout ça va ensemble. Et que c'est un débat qui est beaucoup plus global qu'un débat dual, je dirais, les uns contre les autres. Donc je voudrais vraiment qu'on soit là-dedans. Et donc c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut plutôt sortir du débat sur le genre, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus une question à la fois de santé publique, de respect et de reconnaissance des professionnels aussi. Alors Nouria, qui vient intervenir, et puis je vois qu'il y a des interventions derrière aussi, j'en prendrai encore deux, et puis on va passer la parole aux intervenants, sinon... Donc, Nouria. Bon, moi, je vais vous élargir le débat, en fait. Parce que je pense... Hein? Non, élargir le débat. Non, j'ai trouvé les témoignages super intéressants. Et évidemment, moi, je ne fais pas partie de ces mamans qui ont choisi, parce que, bon, je suis maman depuis 27 ans. Mais moi, je voudrais dire que il est aussi important l'accouchement que toute la grossesse. Et pendant la grossesse, on n'est pas toujours informé de tout. Et donc, on arrive à l'accouchement sans rien savoir. Moi, j'ai eu une épisiotomie, mais bon, j'avais plus le temps de dire quoi que ce soit, ni consentement, ni... Donc voilà, tu arrives, et alors, ça dans les bonnes conditions, quand la grossesse se passe bien, quand le bébé va bien. Et quand le bébé va pas bien, alors là, on n'est pas raté du tout ici, je trouve. Donc parce que là, on doit commencer à chercher qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire. Mais on te met dans des... On ne te laisse pas choisir. Donc les gynécologues en général ne te laissent pas choisir, te donnent la voie. Je suis désolée, mais ça c'est... Et bon, il faut commencer à se décider avec tes convictions, c'est ce que tu vas faire de ce bébé. Et on n'a pas toujours les mêmes réponses, donc on va chercher l'hôpital Erasme, les informations, on va chercher Saint-Luc, les autres informations, et c'est pile et face. Hein? Donc c'est assez dur de suivre une certaine... Donc je voulais le partager parce que c'est dur en tant que, j'allais dire étrangère, parce qu'on ne savait pas avant qu'il y avait deux soins de santé différents pour les cathos et pour les pas cathos. Non mais, pour un peu... Et ça j'ai trouvé effrayant, parce que, bon, voilà, elle n'allait pas bien, mais qu'on te dise, vous pouvez suivre votre grossesse, nous, on ne vous garantit pas qu'on la prendra, c'est trop fort. C'est inadmissible. Ou qu'on te dise, oh, il n'y a pas de souci, on vous mettra un psychologue à côté, c'est aussi inadmissible. Donc, on est devant une maman, devant deux parents qui cherchent à savoir. Enfin, voilà, je ne voulais pas l'étendre, mais c'est juste pour dessiner une situation qui est en grossesse, qui va aussi donc devenir un accouchement à un moment, et que voilà, et qui demande... Je ne vais pas pouvoir prendre toutes les interventions, mais j'ai promis que j'en prendrai deux là derrière. Et puis on fera réagir les intervenantes sur l'ensemble de ce que vous
position, elles verront qu'elles sont. Voilà, merci d'abord, vraiment un très grand merci pour le travail que vous effectuez, le témoignage, la conviction, la recherche, tout ce qui permet d'ouvrir des chemins, d'enfoncer des coins et puis de donner des ressources à d'autres pour le poursuivre. J'avais envie de faire une petite réflexion, invitation par rapport à différentes questions qui ont été évoquées autour de l'enseignement, les programmes d'enseignement, de la recherche, qu'est-ce qui est financé comme recherche, mais ça peut être aussi les guidelines pour les traitements, les manières de prendre, prendre en considération différentes choses, ou de façon générale, on est confronté un peu à un problème entre les gens sur le terrain qui parfois voudraient changer, mais disent mais nous on n'a pas le pouvoir de changer les programmes ou de choisir vers où on va mettre de l'argent pour la recherche, et les politiques qui disent mais c'est pas nous qui décidons ça. Et donc on en commissionne. Et alors on en commissionne, et je ne dis pas que c'est mal d'en commissionner, parce que je trouve plutôt sain que ce ne soit pas les politiques qui décident des programmes d'enseignement ou de recherche. Vous imaginez ce que ça peut donner en termes parfois de polémiques et de débats ou de dérives. Donc c'est bien aussi que ce soit mis entre les mains de gens compétents, etc. Mais la question se pose quand même de qui sont dans ces commissions. Et donc là, plutôt que de dire il faudrait donc que ça aille ailleurs, il y a un vrai enjeu autour des personnes qui se retrouvent dans ces différentes instances et d'éviter que ce soit toujours les mêmes, d'éviter que ce soit ceux qui ont du temps, et donc souvent des hommes peut-être, d'éviter que ce soit ceux qui sont déjà dans des positions de pouvoir parce qu'ils peuvent dégager ce temps, ces moyens, ou qu'ils sont toujours désignés, étant donné le pouvoir symbolique de référence qu'ils ou elles ont déjà. Et donc ça veut dire qu'il y a une invitation très large à ce qu'on puisse se dire toutes et tous, ça vaut la peine d'investir du temps dans ces espaces-là, de se présenter pour être dans telle ou telle commission. Mais évidemment, il y a aussi un enjeu un peu systémique de dire mais comment faire pour que le temps et l'énergie soient disponibles. Mais donc, c'est un enjeu de démocratie à l'intérieur des secteurs, singulièrement du secteur de la santé ou de l'enseignement, qui n'est pas seulement l'enjeu de la participation politique dans les instances que nous connaissons, mais aussi dans ces espaces-là. Je trouve que c'est une réflexion qu'on doit avoir en tête pour faire avancer les causes dont on parle aujourd'hui. Voilà. Ouais, très rapidement, moi c'était juste une précision. Je me demandais, dans le cas de violence obstétricale, est-ce que forcément il y aurait il n'y a que violence si l'acte aurait pu être évité? C'est-à-dire, par exemple, pousser sur un ventre ou aller chercher un bébé. Est-ce que c'est jugé une violence parce qu'en fait, on aurait pu faire autrement? Ou est-ce que cette violence existe que le gynéco ait trouvé nécessaire de le faire à ce moment-là ou pas. Voilà. Et est-ce que dans ces cas-là, vous jugez qu'il faut un suivi psychologique ou pas? Enfin, Moi, je comprends pas bien. Oui, pour répondre facilement à ta dernière question, c'est justement l'intérêt de respecter la loi. Donc, on a une loi sur le droit des patients qui date de 2002, donc ça va faire 20 ans que cette loi existe, qui impose le consentement libre et éclairé du patient, de la patiente. Donc, il faut avoir d'abord reçu toute l'information nécessaire, et puis dire qu'on est d'accord qu'on fasse tel ou tel acte. Et c'est souvent là qu'il y a un souci, c'est que les gynécologues, la plupart, ne sont pas habitués à ça, ne comprennent même pas l'intérêt du consentement. Enfin, j'ai entendu des choses assez ahurissantes sur le mode, mais enfin, voyons, dès que la femme franchit la porte de l'hôpital, forcément, elle donne son consentement à tout. Enfin, des choses comme ça qui ne sont pas du tout intégrées dans la pratique. Et c'est souvent ça qui est le souci en termes de violence obstétricale. Alors, il y a d'une part des actes qui sont clairement rejetés, parfois depuis très longtemps, depuis l'OMS, etc., qui montrent que c'est un acte délétère, qui a des impacts négatifs, même si c'était quelque chose qu'on faisait avant, parce qu'on croyait, parce qu'on n'est pas dans la science, mais dans la croyance que ça fonctionnait, comme l'expression abdominale. Et puis, il y a des choses qu'il faut parfois faire parce qu'il y a une urgence, parce qu'effectivement, c'est nécessaire, c'est justifié médicalement. Et pour ça, il faut préalablement donner l'information et obtenir le consentement de la patiente. Et quand on n'a pas les deux, ça devient une violence. Et c'est pour ça que je mettais vraiment ces deux aspects-là dans ma définition de la violence. Et c'est souvent ça dans tous les témoignages. C'est, voilà, comme tu l'as très bien expliqué, on me disait rien, on me répondait pas à mes questions, j'étais là avec mes questions, on faisait plein de trucs sans me demander quoi. Mais voilà, c'était une succession de violences, simplement parce qu'il n'y a pas eu l'information et le consentement préalable. Et peut-être que des choses étaient indispensables, peut-être pas, ça c'est encore à voir. Mais en tout cas, rien que ça produit énormément de violence. Alors j'ai le micro, donc je réponds un petit peu à tout ce qu'on a... toutes les réflexions qui ont été faites. Moi, je pense que
voilà, peut-être pour terminer tout doucement la réunion, on pourrait penser à l'avenir et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme système meilleur. Donc on a effectivement, j'entends tout à fait l'importance de soutenir les soignants qui sont eux-mêmes en souffrance pour la plupart dans ce système actuel, dans ce fameux système fordiste industriel qu'il faut changer parce qu'on voit bien que c'est inefficace à tout niveau. Et il y a des exemples de pratiques qui sont très bonnes en matière de suivi des femmes enceintes et d'accouchement. C'est l'accompagnement global à la naissance, où c'est un groupe de 2-3 sages-femmes autour d'une même femme qui suivent depuis le début de la grossesse, l'accouchement, les suites de couches. Et donc il y a vraiment tout un continuum de soins avec des figures que la femme connaît. Donc c'est 2 ou 3 sages-femmes avec qui on partage beaucoup de choses qui peuvent prendre en compte chaque individualité de la femme. Et l'accouchement se fait avec ces sages-femmes-là. Et donc, on sort directement de cette logique fordiste. Donc pour l'instant, c'est pratiqué dans des endroits comme le cocon, comme l'accouchement à domicile, enfin voilà, dans un petit peu des structures un peu à la marge du système hospitalier. Moi, je suis convaincue qu'on peut intégrer ça dans un système hospitalier. Et c'est y compris des gynécos qui m'ont soufflé ça pendant la période du Covid, où qu'est-ce qui faisait que les femmes ont été tellement délaissées pendant cette période-là, où elles étaient sans compagnon, sans rien, y compris après leur accouchement, 2 heures après l'accouchement, le mari devait partir parce qu'on ne voulait pas l'accepter. C'est parce qu'il y avait, pour caricaturer, tous les soignants s'occupaient de toutes les femmes. Et donc, on voit très bien que c'était inconcevable dans une logique de préservation de la santé. Donc, si à ce moment-là, ces gynécos ont dit, mais si on appliquait ça, ce système d'accompagnement global à la naissance, avec un petit groupe de soignants qui s'occupent d'une seule femme et qui n'est pas ce mélange et cette logique industrielle, ça répond aussi à des enjeux par rapport à des pandémies, etc. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment... Enfin, voilà, il y a une révolution à faire dans le domaine de la naissance qui peut toucher plus largement le fonctionnement des hôpitaux. Et je crois qu'il y a vraiment un chantier à mener. Et je pense que si on parvient à basculer ce système hospitalier tel qu'il est maintenant, forcément, l'enseignement va suivre. Donc si maintenant, j'entends ce que tu dis, Patrick, si on pourrait imaginer de dégager du temps pour aller dans ces commissions, mais si on est face à des gens qui nous regardent avec des yeux carrés sur le mode « avec quoi vous venez là », ça ne marchera pas. Quand si en parallèle, ça accompagne un changement plus global, là, oui, ça fait sens et effectivement, on peut supposer que dans l'enseignement, ça évolue. Voilà. Ben, moi, c'est juste du coup par rapport à la question de madame qui demandait du coup si à chaque fois les actes qui sont posés sont une violence. Moi, personnellement, si l'acte aurait pu sauver ma fille ou me sauver moi, ça n'aurait pas été un problème. Mais comme Marie le disait tantôt, c'est le fait de prévenir, de montrer que, OK, voilà, il y a cette chose-là que je vais faire ça à ton corps, je vais pratiquer cet acte-là. Moi, c'est vraiment ce côté-là parce que je suis dans le milieu médical. Je vais être diplômée en juin, donc je peux comprendre l'importance de prévenir une patiente avant de poser un acte sur son corps. Il ne faut pas oublier que un non-consentement, c'est quand même considéré par la loi comme une violence, hein, comme on peut porter plainte, je veux dire, contre un soignant pour avoir poser des actes sur ton corps sans ton consentement. Et je pense que les soignants, ils sont quand même, ils savent ça parce que c'est quelque chose qu'on t'apprend très très tôt, au fait de prévenir en tout cas ton patient, de l'expliquer ce que tu vas faire à son corps avant de le pratiquer, de recevoir son consentement. Donc franchement, moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Je veux dire, si je savais qu'elle faisait ça pour mon bien-être, en tout cas à moi, je l'aurais laissé faire parce que tout ce que je voulais à la fin, en tout cas, c'était que je sorte de cet hôpital avec mon enfant, toutes les deux en bonne santé. Donc, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais j'aurais aimé qu'on me traite comme un être humain et pas comme un animal ou une personne sans âme sur une table d'accouchement, quoi. Mais moi, je crois qu'il y a une mise en évidence qu'en fait, il n'y a pas de culture de consentement. Les femmes, autour de la pièce, on n'est pas habitué à ce qu'on nous demande notre consentement pour pratiquer un acte médical, que ce soit chez le médecin généraliste ou n'importe quel autre système. Donc au niveau de la plateforme, nous on a fait une brochure pour dire quels sont vos droits pendant la grossesse et l'accouchement, à quoi est-ce que vous pouvez quelque part dire non, dire oui, questionner et tout ça, et on rappelle la loi droit du patient et toutes les informations. Et quand on voit ce que la loi impose, en fait, on se rend bien compte qu'il n'y a personne qui le pratique. C'est pas une méconnaissance des professionnels de santé parce que c'est clairement inscrit dans leur cursus. On a déjà fait des soirées où il y avait plusieurs étudiants qui étaient là. Oui, on connaît la loi et c'est limite si c'était pas la répétition du texte de loi.
mais dans la pratique, dans les lieux de stage, ils ne l'observent pas. Et comme ils ne l'observent pas, ils ne savent pas, un, le pratiquer, deux, ils ne savent pas se sentir serein ou compétent si la femme dit non. Ah merde, elle dit non. J'ai pas d'alternative, j'ai pas pensé qu'elle pouvait dire non. Et donc je ne lui propose pas plusieurs choix, je ne lui propose pas plusieurs alternatives à l'acte. C'est pas possible qu'elle dise non vu que je lui pose pas la question. Et donc ça montre qu'il y a une culture qui n'est pas présente ni chez les patients, ni chez les professionnels. Et donc il y a un manque d'informations sur comment est-ce qu'on éduque à la santé. Et donc nous, au niveau de la plateforme, comme je l'ai dit, on a 4 revendications. Depuis le départ, on a des mises en pratique de ces recommandations. Donc on a fait un mémorandum pour les élections passées qui s'adresse à tous les niveaux de pouvoir. Et alors, dans la suite de cette brochure-ci, il y a différentes recommandations suite au constat qu'on a. Et donc, quelque part, il y a déjà un travail de mise en perspective pour l'avenir dont vous pouvez vous saisir allègrement. Mais il y a différents niveaux où on peut changer les choses. Si dès 12 ans, on sait qu'un accouchement, ce n'est pas nécessairement les pieds dans les étriers, on va pouvoir envisager des alternatives. Si dès le départ, à la consultation du PMS avec les classes scolaires, on est déjà habitué à ce qu'on demande le consentement pour les examens qui sont faits, c'est toutes des petites choses, mais ça peut se travailler à différents endroits et tout ça va contribuer au changement de système. Moi, je voulais revenir sur la question du remboursement. Effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, les femmes qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers n'ont pas le choix du lieu d'accouchement parce qu'en fait, la prise en charge financière n'est pas la même. Certaines assurances, même la DKV ou autre, ne va pas rembourser de la même manière un accouchement, alors qu'en soi, de manière totalement aberrante, l'accouchement à domicile va coûter moins cher à la sécurité sociale. Et donc, on devrait encourager ce système-là pour réduire la facture de la sécurité sociale. Mais ce n'est pas pris en compte. Si vous avez une césarienne à l'hôpital, alors c'est peut-être pas totalement comparable, mais là, ça va coûter 5 000 € à la sécurité sociale. Un accouchement par voie basse à domicile ne va pas du tout avoir la même répercussion. Donc, on pourrait encourager et faciliter différents types de choix qui coûtent moins cher à la sécurité sociale, mais qui coûtent moins cher aussi à la santé des femmes. Et effectivement, on ne sait pas prévoir le déroulement d'un accouchement. Et même les femmes qui se préparent à un accouchement ne savent pas et ne posent pas de questions sur c'est quoi une césarienne, comment ça se passe. Est-ce que dans votre hôpital, on m'attache les bras écartés ou non? Est-ce que je verrai mon ventre et mon bébé? Oui, non. Et donc, toutes ces questions-là, en fait, on n'a pas non plus envie d'envisager la pire situation quand on est enceinte, soyons aussi clairs. Donc, les femmes ont aussi le droit de ne pas savoir, mais d'avoir accès à l'information, ça c'est important. Toutes les femmes n'ont pas envie d'être au courant des violences gynécologiques et obstétricales avant de vivre leur première grossesse, parce que ça peut être un peu inquiétant. Enfin, nous, on a déjà fait des séances d'information dans des écoles supérieures. C'est pas toujours le moment le plus agréable pour ces jeunes filles. Et en même temps, il faut pouvoir les outiller pour qu'elles puissent être actrices d'un changement. Et c'est là où je rejoins l'idée d'être dans une alliance professionnelle-patient. C'est que le changement, effectivement, les patients peuvent venir le bousculer et le titiller, le réclamer haut et fort. Mais si ça ne se fait pas en partenariat avec les professionnels de santé, en fait, ça ne va pas fonctionner parce qu'il va y avoir de la colère réciproque vis-à-vis de l'autre intervenant. Et le changement ne va pas se faire au service global et général des deux. Après, il faut se rendre compte aussi que tendre la main vers les professionnels en disant on veut vous inclure dans le changement, allons-y ensemble, et qu'à chaque fois on se prend nécessairement un non, c'est aussi usant. C'est-à-dire que nous, on envoie des courriers au conseil, je ne sais plus le terme exact, mais l'association des gynécologues, je n'ai jamais une réponse, même pas un accusé de réception au mail. Donc à un moment, ce qui n'est pas le cas pour d'autres types de professionnels. Maintenant, individuellement, les gynécologues répondent parce qu'ils sont aussi dans une demande de changement. Ils ont aussi envie que cette situation évolue. Mais quelque part, il peut y avoir aussi, à un moment, une volonté que la balle soit prise de l'autre côté quand on la lance. Et donc, moi, c'est une invitation que je lance
actuellement, c'est de dire il faut que les professionnels se saisissent et soient acteurs de ce changement-là, en acteurs actifs et pas attentistes ou bougés par la force des choses. Je pense que j'ai répondu à ce que j'avais noté. Merci. Je vois qu'il est 14h. La salle est encore disponible, donc je voulais d'abord demander aux intervenantes si elles sont disponibles un peu plus longtemps ou si vous souhaitez qu'on clôture maintenant. Pour moi, c'est ok. Alors on va déborder un petit peu puisqu'on avait commencé aussi un petit peu plus tard. Je vois qu'il y a une question, mais je voudrais juste faire une remarque. Je remarque que dans la discussion qui est passionnante jusqu'ici et qui va continuer à l'être, il y a une hypothèse, disons, de ce Midi d'Utopia qui a encore été assez peu évoquée par la salle, c'est le fait que les personnes non blanches, pour le dire comme ça, subissent davantage de violences obstétricales que les personnes blanches, en Belgique du moins. Et je me demandais si dans la salle il y avait des réactions, peut-être des témoignages ou une volonté de réagir aussi par rapport à cet aspect-là, et je retiens que vous avez une remarque à faire. Ouais. Jean-Luc. Moi justement, je n'ai pas osé vous parler parce que je n'ai pas accouché. Donc, je me suis dit, c'est pas, je dois me taire, mais je suis noir, donc je sais aussi qu'il y a aux États-Unis aussi beaucoup d'études qui ont été faites sur les violences médicales, notamment sur les noirs. Donc, moi j'en ai subi aussi en tant que noir, donc, au niveau de mon opération. Donc c'est pas sur ça que Donc j'ai vu le tableau qui a été fait sur la gradation en fait, des violences qui sont faites aux femmes. On est noir, on est pauvre, j'ai vu un tableau qui était assez... Et on est à Liège, je ne sais pas pourquoi Liège d'ailleurs, mais je me suis dit, il y a un beau chantier en fait. Moi, si la question était peut-être des représentations des médecins eux-mêmes ou des soignants eux-mêmes, je me suis dit, c'est peut-être le chantier qui manque ici. Est-ce que c'est vraiment une question de dérive, de personnes qui sont plutôt épuisées, qui n'ont pas des hôpitaux qui seraient sous-financés, des choses comme ça, ou c'est peut-être une conception, la place de l'expert, qui sait de quoi il parle, qui pose ses actes et qui ne sont pas questionnables. Et plus on a des études et qu'on est blanche, on peut alors répondre, alors on a moins de violence, et moins on peut répondre. C'est une hypothèse que je lance. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui expliquerait, ou que disent les soignants par rapport à cette gradation, en fait, au fait que certaines femmes subissent des violences, mais un peu moins que d'autres. Donc c'est la question que je lance ici pour le débat. Ça va, on m'entend. Voilà, Amandine Mazui, je suis sociologue statisticienne à l'IWEPS, donc l'Institut Wallon d'évaluation prospective et statistique, et je travaille actuellement sur les bulletins de naissance. Je ne sais pas si tout le monde connaît ces données-là, parce que je voulais en parler, parce que pour moi c'est une piste c'est une piste pour l'avenir, alors vraiment plus au niveau quantitatif que qualitatif, dans la foulée de l'enquête qui a été réalisée ici. Donc il faut savoir que toutes les naissances qui ont lieu en Belgique font l'objet d'un bulletin de naissance où il y a plusieurs volets, un volet qui est rempli par le corps médical, un volet qui est rempli par la commune, normalement aussi avec l'aide de la personne qui va déclarer l'enfant. Et qui contient toute une série d'informations. Donc on a notamment le fait qu'il y ait une épisiotomie, qu'il y ait une césarienne programmée ou non programmée, et la raison évoquée de la césarienne, qui est une péridurale et une induction. Alors, il faut savoir que ces bulletins-là, on les a de manière informatisée, qu'on peut les coupler aussi avec les données démographiques. Donc, on a l'origine. Donc, ça permet de faire toute une série de statistiques. Au niveau communal, la commune de naissance, la commune de résidence de la maman. Et actuellement, il y a une discussion sur les variables à ajouter parce que, voilà, ça évolue. Donc, sans doute qu'il n'y a pas moyen de changer beaucoup de choses, mais peut-être qu'il y a moyen d'identifier une ou deux questions qu'il faudrait ajouter pour justement avoir une idée plus globale de qu'est-ce qui se passe en Belgique et de pouvoir le suivre dans le temps. Voilà, c'est une piste quantitative. Juste pour dire, oui, effectivement, ces données sont collectées et elles sont centralisées par les rapports du CEPI. Et donc là, on a des statistiques au niveau bruxellois, wallon. Nous, pour réaliser l'enquête, donc on a déjà demandé à plusieurs reprises par rapport à cette revendication sur la transparence des chiffres. En fait, c'est inaccessible au public. C'est-à-dire que vous voulez connaître le taux de tel hôpital ou de tel autre,
C'est anonymisé et il n'y a pas moyen d'y avoir accès. Une des voies d'accès pour avoir un peu plus d'informations, c'est l'agence intermutualiste qui fait, je ne sais plus le nom, mais ils analysent aussi les chiffres et il y a moyen de classer ça déjà par région. Et donc on a quelques données qu'on peut déjà structurer par région. C'est vraiment, enfin après, cette question, c'est au service de qui ce carnet de naissance, ces statistiques et dans quel objectif est-ce qu'elles vont servir. Donc nous, on a eu plusieurs fois la demande de rendre nos chiffres publics par rapport aux hôpitaux. L'idée, c'est de pouvoir mettre ces chiffres de manière accessible. Oui. Je vais répondre par rapport à ça. Donc, moi, à l'UEP, je travaille actuellement donc, sur ces données-là que je croise avec les données de Stade Bell démographiques et avec les données fiscales pour justement voir s'il y a des inégalités sociales, si les parents qui sont dans les milieux plus précaires ont plus de problèmes à ce niveau-là et voir aussi les outcomes au niveau santé du bébé, donc prématurité, petit point de naissance, etc. Avec l'idée alors de publier ça, en tout cas pour la Wallonie, même si j'ai les données sur l'ensemble de la Belgique, mais nous on est compétents pour la Wallonie, avec une évolution dans le temps. Alors peut-être pas au niveau communal parce qu'il y a des problèmes de petits chiffres, mais l'idée est bien à terme d'aboutir à des indicateurs qui sont mis à disposition. Mais peut-être pour répondre à ta question sur pourquoi... Enfin, c'est compliqué. Moi, ce qui m'a frappé de façon purement, voilà, en discutant avec beaucoup de femmes, c'est qu'il y a une différence flagrante entre les femmes blanches et les femmes noires. La première peur des femmes blanches, c'est l'épisiotomie. La première peur des femmes noires, c'est la césarienne. Et effectivement, on trouve des statistiques de Bruxelles qui montrent que les femmes noires de Bruxelles ont près de 30% de césariennes par rapport aux femmes blanches, qui sont plutôt autour de 19%, et des femmes maghrébines, qui sont autour de 16%. J'arrive pas à expliquer. J'ai beau creuser pourquoi c'est une telle différence en termes de césarienne chez les femmes noires. L'explication qu'on m'a donnée, oui, c'était le bassin. Mais en fait, il n'y a personne qui explique jusqu'au bout pourquoi cette différence. Et ça, effectivement, il faudrait un jour creuser cette différence. D'autres statistiques, c'est les chiffres américains. On voit que les femmes noires ont 4 fois plus de risques de mourir pendant leur accouchement que les femmes blanches aux États-Unis. Alors chez nous, on dit oui, mais c'est les États-Unis, ici, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas les chiffres. Parce qu'il manque aussi cette notion de statistique ethnique qu'on pourrait vraiment affiner. On pourrait très bien, enfin, moi je conçois qu'on pourrait avoir les mêmes chiffres chez nous et se constater qu'il y a beaucoup plus de mortalité chez les femmes noires, sauf qu'on n'a pas les chiffres. Donc oui, ça pour moi, il y a vraiment un enjeu de recherche et d'accumuler les chiffres et comprendre ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se joue aussi par rapport à cette question. Et alors, pourquoi de façon plus globale? Oui, je pense que tu as un peu raison quand... Voilà, moi, je suis une femme blanche, je suis éduquée, je suis dans un bon milieu socio-économique. Et par exemple, par rapport, on a parlé tout à l'heure des violences policières, je sais que ça existe, mais ça me paraît très éloigné. Je connais personne dans mon entourage direct qui a vécu des violences policières. Par contre, des violences gynécologiques, oui. Là, c'est étonnant, toutes les femmes, quel que soit le milieu social, quel que soit le niveau d'études, quels que soient les revenus, quoi que ce soit, je trouve des femmes dans toutes les catégories. Donc là, il y a quand même bien un biais sexiste qui est là, qui montre qu'il y a quand même énormément de femmes. Et ce que je vois, c'est que ça se cumule. Donc, être une femme blanche et grosse, ben, on a plus de risques de violence. Être une femme noire, donc femme et noire, il y a plus de risques. Être une femme lesbienne, il semble qu'il y a des témoignages qui montrent, peut-être pas nécessairement au moment de l'accouchement, parce qu'il y en a moins, mais plutôt au niveau des examens gynécologiques. Là, on voit qu'il y a des propos homophobes qui peuvent se développer ou des manques de traitement adéquats. Voilà, donc moi je dirais qu'il y a femmes handicapées. Donc, voilà, dès qu'on cumule deux types de discrimination, forcément, les risques sont beaucoup plus grands. Et je pense que c'est ça. Donc, c'est très bien d'avoir évoqué la question ici de ce lien racisme-sexisme. Et c'est crucial parce que c'est un cumul de violences. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Donc, il va pouvoir évidemment analyser toutes les dimensions de discrimination qui s'accumulent. On va arriver à la fin. Je vais donner la parole encore à Safi. Moi, je pense que la question de discrimination, ça vient de loin. C'est tout ce qui est stéréotype, hein, de l'inconnu, l'autre qu'on ne connaît pas, l'autre culture qu'on ne connaît pas, l'autre personne qu'on ne connaît pas. Et je pense que dans les hôpitaux, ça s'accentue, oui, beaucoup plus parce que voilà, je pense qu'on va revenir encore dans tout ce qui est enseignement. C'est quelque chose qui ne revient pas souvent. On ne parle pas de l'autre. On parle par exemple, oui, voilà, ici au niveau médical, on ne va pas parler du fonctionnement, en tout cas, du corps de la femme noire, parce que voilà,
on n'est pas noir, on n'est pas dans un environnement où, allez, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je veux dire, on est en Europe, donc on va prendre comme muse la femme blanche. Donc on va dire c'est elle qu'on connaît, donc voilà, on va, comme on a dit tantôt, standardiser la prise en charge de toutes les femmes à cette femme-là, parce que c'est celle-là qu'on connaît. Et je pense que tout vient de là, de l'inconnu. C'est vraiment tout ce qui est stéréotype qui est mis sur le front des étrangers. Et voilà, c'est une étrangère, je ne connais pas, donc je standardise, je fais comme je fais avec l'autre. Et je pense que on doit changer cette vision-là, en tout cas de l'autre, apprendre à connaître comme Florence le disait tantôt, chaque femme est différente et comme Fabienne Richard le dit aussi souvent, on a autant par exemple de vulves qu'il y a de femmes. Donc voilà, il faudrait accepter chaque femme comme elle est, comme elle se présente et apprendre à la connaître elle pour mieux s'occuper d'elle, pour voilà, lui donner la prise en charge en tout cas qu'elle mérite elle et pas celle standardisée qu'on pourrait donner à n'importe qui. Merci. Florence, pour le mot de la fin. Responsabilité. Par rapport à la question liée au racisme et au traitement, en fait, moi je pense que il faut rester conscient que c'est chaque fois des humains professionnels qui orientent le diagnostic, qui orientent la prise en charge, qui orientent les choix médicaux qui sont posés. Et ça, c'est prouvé en neurosciences. En fait, on a des biais cognitifs. Notre cerveau, il est construit pour agir le plus rapidement possible. Et donc, malheureusement, si on a des stéréotypes, en fait, notre cerveau va se reposer sur ces stéréotypes pour orienter rapidement les décisions. Donc, si je crois, et j'ai cette conviction consciente ou inconsciente, que les femmes noires, quand elles accouchent, font la comédie, c'est des chochottes, qu'elles sont paresseuses, et qu'en plus, elles ne sont pas compétentes pour décider, et elles ne vont pas comprendre ce que je vais leur expliquer parce qu'il y a un accent, parce que je crois que comme elles viendraient d'Afrique, il n'y a pas eu de formation suffisante, et donc ainsi de suite. En fait, ça va orienter toutes les décisions qui vont en découler. Inconsciemment, je vais transmettre cette vision-là au reste des professionnels avec qui je travaille et on ne va pas informer, on ne va pas croire que la personne est capable de décider pour elle-même, on va penser qu'il y a peut-être eu de la malnutrition alors que rien à voir et donc l'ossature est construite différemment. Enfin voilà, il y a plein de croyances qui s'accumulent, qui sont construites de nos histoires personnelles ou des médias autour de nous, de plein d'autres choses, et qu'il faut être, si on n'en est pas conscient, en fait, on les reproduit, ça c'est la première chose. Et alors, il y a toutes les croyances médicales qui ne sont pas déconstruites quand elles sont avérées après. C'est-à-dire que la question du bassin trop petit, la question, qu'est-ce que j'ai lu aussi, que le terme de la grossesse pour les femmes africaines est différent. Alors, si on pense que le terme est un peu plus court d'une semaine, on va provoquer plus facilement. Si on provoque plus facilement, on commence le domino de cascade d'interventions et d'actes. Et donc, quand la science découvre qu'en fait c'était une croyance et que c'est pas avéré, il n'y a pas un grand communiqué de presse qui dit « Ouh, vous êtes planté, on revoit notre copie, on prend en charge différemment les personnes. » Il y a une habitude, une routine de travail, et donc on continue ce chemin-là et on ne le remet pas en question. Et donc moi je pense qu'il y a un très grand enjeu, c'est d'actualiser ces connaissances et de les faire évoluer rapidement quand elles sortent. Et ça, c'est très difficile parce que si on fait des recherches aujourd'hui sur la question de la taille du bassin, c'est très difficile de trouver une étude qui permet de dire vraiment, non, en fait, c'est une croyance. Parce qu'en fait, dans les faits, si on se cantonne à la recherche en Belgique, effectivement, les césariennes, il y en a plus. Mais on ne se dit pas qu'il y a un biais de prise en charge qui oriente cette réalité-là. Et donc, il faut arriver à construire des études qui soient bien affinées, qui se disent, il y a peut-être un biais dans les pratiques, et donc on va questionner la pratique et le biais en disant, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir une pratique qui n'a pas ce biais. Et donc, la solution, c'est d'aller comparer les chiffres par rapport à la prise en charge au Sénégal, et ainsi de suite, de dire, est-ce que là-bas, il y a autant de césariennes ? Et alors, de pouvoir se poser la question de, est-ce que ces chiffres sont avérés ? Donc, moi, je pense qu'il y a une question de recherche et de dire comment est-ce qu'on peut examiner les biais dans la prise en charge
pour se poser la question de est-ce que c'est du sexisme, est-ce que c'est du racisme, et de pousser cette réflexion plus loin. Moi, je pense aussi que, en fait, n'en déplaise, par la porte ou par la fenêtre, le changement, il va venir parce qu'il n'y a plus personne qui veut se laisser faire. Ce sera peut-être le mot de la fin. On est d'accord là-dessus. Après,